Le café est tombé dans le silence dès que Marcus Blackwood est entré. Personne n'osait respirer trop près de lui. Ni les serveurs, ni les clients. Même le gérant tremblait derrière le comptoir. Il s'est assis seul à la table du coin, les mains jointes, le regard froid comme l'acier. Une tempête sous forme humaine, dont le nom seul suffisait à faire baisser la tête à la moitié de New York. C'est pourquoi tout le monde se figea lorsqu'une petite voix rompit le silence. « Monsieur, je peux m'asseoir ici ?» Marcus leva les yeux, légèrement irrité, puis il se raidit. Une petite fille se tenait à côté de sa table, en équilibre sur une jambe. Ses béquilles étaient couvertes de neige. Ses cheveux roux étaient emmêlés et ébouriffés. Son manteau était beaucoup trop fin pour le climat de décembre. Son sourire était beaucoup trop courageux. Ses yeux verts étaient beaucoup trop fatigués pour une enfant de 7 ans. « Cette place est prise », était-il sur le point de dire. La réponse automatique, celle qu'il utilisait pour repousser tout le monde. Mais la fillette ne bougea pas. Elle ne recula pas. Elle serra simplement son vieux sac à dos usé contre elle et murmura « Je ne veux pas m'asseoir seule aujourd'hui. » Quelque chose brilla dans les yeux de Marcus. Un souvenir, une cicatrice qui n'avait pas guéri depuis 10 ans, suffisamment profonde pour lui couper le souffle. De l'autre côté du café, 2 hommes observèrent la fillette. Les 2 mêmes hommes qui l'avaient suivie depuis la porte. Les 2 mêmes hommes qu'elle essayait de fuir. Et il comprit. Elle n'avait pas choisi sa table parce qu'elle voulait de la compagnie. Elle avait choisi sa table parce qu'elle voulait être protégée. Lentement, la fillette remonta le bas de son pantalon, révélant une prothèse que Marcus reconnut immédiatement. Un modèle conçu uniquement pour les enfants, traité dans une clinique souterraine très spéciale de Brooklyn, une clinique qu'il finançait discrètement depuis 10 ans. Sa poitrine se serra, son monde bascula, et sa réponse changea tout. « Assieds-toi, » dit-il doucement. « Tu es en sécurité maintenant. Restez avec moi jusqu'à la fin de cette histoire. Car ce que la petite fille va révéler va bouleverser le passé et l'avenir de ce parrain de la mafia en un seul souffle. Si cette histoire vous touche, n'hésitez pas à cliquer sur « J'aime » pour soutenir la chaîne. Partagez la vidéo avec tous ceux qui ont besoin d'une histoire réconfortante aujourd'hui et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines histoires. Marcus Blackwood avait bâti tout un empire sur la peur. Pendant 15 ans, son nom avait été prononcé avec respect de Brooklyn à Manhattan. Des hommes 2 fois plus grands que lui s'écartaient encore lorsqu'il passait. Des contrats d'1 million de dollars étaient conclus sur un simple signe de tête de sa part. Les problèmes disparaissaient grâce à son silence. Mais assis en face de cette fillette de 7 ans, les joues couvertes de poussière et les yeux pleins d'espoir, Marcus ressentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des années. De la douceur. La fillette s'assit sur la chaise en face de lui avec précaution, ses béquilles s'entrechoquant légèrement lorsqu'elle les posa contre le bord de la table. Elle le regarda avec ses yeux vert clair, sans aucune trace de peur, comme si elle ne savait pas qui il était, ou comme si elle le savait, mais s'en moquait. « Comment t'appelles-tu, petite ?» demanda Marcus d'une voix plus douce que celle que les clients du café lui avaient jamais entendue. « Grace », répondit la fillette d'une voix faible mais assurée. « Grace Hayes. J'ai 7 ans et demi. Mon anniversaire est en mars. J'aurai 8 ans. » Marcus hocha lentement la tête, la regardant poser son vieux sac à dos usé sur ses genoux. Elle l'ouvrit avec précaution, comme s'il contenait tout son univers. Et pour elle, c'était peut-être le cas. Grace en sortit un cahier à couverture rigide, dont les coins étaient usés à force d'avoir été trop utilisés. La couverture était décorée d'étoiles et de cœurs dessinés à la main, clairement de sa propre main. Les lignes étaient désordonnées, mais lumineuses, comme si elle avait mis toute son âme dans chaque trait. Elle ouvrit le cahier avec révérence, comme s'il renfermait les secrets les plus précieux du monde. « J'écris des histoires », expliqua Grace lorsqu'elle remarqua le regard curieux de Marcus. « Maman dit que j'ai beaucoup d'imagination. » Quel genre d'histoire ? Marcus réalisa qu'il voulait vraiment savoir.
Cela le surprit plus que tout ce qui s'était passé au cours des 5 dernières minutes, qui étaient pour la plupart heureuses. Des histoires où tout le monde obtient ce dont il a besoin, même si ce n'est pas toujours ce qu'il veut, répondit Grace, sa voix trahissant l'excitation d'une enfant parlant de ce qu'elle aimait le plus. Le genre où tout le monde obtient ce dont il a besoin, même s'il n'obtient pas toujours ce qu'il veut. Sa voix dégageait une sagesse qui ne correspondait pas à son âge. « Tu aimes les histoires ?» Marcus faillit sourire. Faillit. « Je préfère la vraie vie. Elle est plus prévisible. » « Oh, mais tu te trompes, » dit Grace, les yeux brillants de joie comme une enfant qui partage son sujet préféré. « La vraie vie est l'histoire la plus imprévisible qui soit. Comme en ce moment. Je parie que tu n'aurais jamais pensé boire du thé avec un enfant aujourd'hui, n'est-ce pas ?» Elle avait raison. Ce matin, Marcus avait prévu de passer en revue des conflits territoriaux et de régler un problème impliquant plusieurs familles rivales qui s'immisçaient dans ses affaires. Au lieu de cela, il était assis dans un petit café, captivé par une philosophe de 7 ans, avec une seule jambe et une imagination plus grande que toute cette ville. « Je ne bois pas de thé, » dit Marcus doucement. « Alors, du café ou du chocolat chaud. L'important, c'est que, » dit Grace en se penchant en avant, la voix réduite à un murmure comme si elle partageait un secret. « On ne sait jamais ce qui va se passer ensuite dans son histoire. » Marcus la regarda le cahier couvert d'étoiles qu'elle tenait dans ses mains, regarda ses yeux verts bien trop vieux pour une enfant de 7 ans, et se demanda quelle était l'histoire de cette petite fille. Pourquoi était-elle seule ici par ce temps glacial, avec un manteau fin et des béquilles couvertes de neige? Pourquoi avait-elle choisi sa table parmi toutes celles du restaurant? Et surtout, pourquoi ces 2 hommes la regardaient-ils toujours depuis la porte? La serveuse s'approcha de leur table, ses pas encore un peu hésitants, mais ne tremblant plus comme lorsqu'elle était arrivée. C'était peut-être grâce à Grace. Peut-être était-ce parce que, pour la première fois, elle voyait le parrain de la mafia le plus notoire de New York parler à une fillette de 7 ans, comme si c'était la chose la plus normale au monde. « Que puis-je vous servir ?» demanda la serveuse, d'une voix toujours douce, mais plus assurée. Marcus jeta un coup d'œil à Grace, puis se tourna vers la serveuse. « Un chocolat chaud pour la petite fille. De la crème fouettée supplémentaire et un café noir pour moi. » Grace s'illumina à l'évocation de la petite fille. Ses yeux verts s'illuminèrent, comme si on venait de lui offrir le monde entier. « Merci, monsieur. Vous êtes si gentil. » Gentil. À quand remontait la dernière fois où quelqu'un avait qualifié Marcus Blackwood de gentil? À quand remontait la dernière fois où quelqu'un l'avait regardé sans crainte, sans calcul? Il ne s'en souvenait pas. La serveuse s'éloigna, le pas plus rapide, mais la panique avait disparu. Marcus remarqua qu'elle avait même souri à Grace avant de partir. Un petit sourire, mais sincère. Comme si la présence de la fillette avait fait fondre une partie de l'atmosphère pesante qui l'entourait toujours. Grace posa délicatement son cahier sur la table, ses petits doigts caressant la couverture recouverte d'étoiles. Elle regarda par la fenêtre où la neige continuait de tomber doucement, blanchissant le trottoir, le visage empreint d'une expression pensive qui ne correspondait pas à son âge. Quelques minutes plus tard, la serveuse revint avec leur boisson. Le chocolat chaud fumait, recouvert d'une généreuse couche de crème fouettée. Le café noir était épais et sombre, dégageant son odeur amère familière. Elle les posa sur la table, les mains désormais parfaitement fermes. « Bon appétit », dit-elle, et cette fois, elle croisa le regard de Marcus sans broncher. Pour la première fois depuis qu'il était entré, quelqu'un lui parlait sans crainte. Grace enroula ses 2 petites mains autour de la tasse de chocolat chaud, respirant la vapeur chaude. Elle ferma les yeux, son visage se détendant dans un rare moment de paix. « Ça sent le bonheur » murmura-t-elle. « Quelle est l'odeur du bonheur ?» demanda Marcus, baissant la voix. Il ne savait pas pourquoi il posait cette question. Il savait seulement qu'il voulait entendre la réponse. Comme la chaleur. Grace ouvrit les yeux et le regarda avec ce regard clair. Comme les dimanches matins,
quand maman n'a pas à aller travailler tôt. Elle fait des crêpes et du chocolat chaud. Puis, nous nous asseyons près de la fenêtre et regardons la neige tomber. C'est ça, l'odeur du bonheur. Marcus sentit sa gorge se serrer. Les dimanches matins, les crêpes, le chocolat chaud, des choses si simples qu'elles en étaient douloureuses. Et à ce moment-là, il se souvint d'une autre petite fille. Une petite fille qui avait dit exactement la même chose. Qui avait un jour tenu une tasse de chocolat chaud entre ses deux mains et dit que ça sentait les vacances. Olivia, sa sœur, la fille qu'il avait perdue il y a 10 ans, la fille qu'il avait cherchée dans toute la ville, la fille pour laquelle il avait mis à sac la moitié du monde souterrain, la fille pour laquelle il avait tout sacrifié afin de trouver une trace sans jamais la retrouver. Marcus porta son café à sa bouche et laissa l'amertume emporter les souvenirs qui montaient en lui. Mais ses yeux ne quittèrent pas Grace. Cet enfant ressemblait tellement à Olivia, pas physiquement, mais dans sa façon de trouver la lumière dans l'obscurité, dans sa façon de sourire, même lorsque la vie l'écrasait, dans sa façon de lui faire ressentir quelque chose qu'il croyait mort depuis longtemps. Grace but une gorgée de chocolat chaud, de la crème fouettée collée à sa lèvre supérieure, et elle la lécha avec le regard satisfait d'une enfant, savourant un rare moment où elle pouvait simplement être une enfant. Mais Marcus ne manqua pas de remarquer la façon dont ses yeux verts jetèrent des regards rapides et craintifs vers l'entrée, puis se posaient à nouveau sur sa boisson comme si de rien n'était. Il observait les gens depuis assez longtemps pour savoir que ce genre de mouvement était un réflexe. Le réflexe de quelqu'un qui a l'habitude d'être traqué. « Grace », dit Marcus d'une voix basse et calme. Les deux hommes près de la porte. La jeune fille se raidit. Le chocolat chaud trembla dans ses mains. La crème fouettée sur le dessus ondula. Elle ne leva pas les yeux. Elle ne le regarda pas. Comme si faire semblant de ne pas avoir entendu ferait disparaître la question. « Savez-vous qui ils sont ?» Le silence s'éternisa. Marcus pouvait entendre l'horloge au mur, le doux ronronnement de la machine à café derrière le comptoir, le vent poussant la neige contre la vitre. Puis, enfin, Grace posa la tasse. Ses petites mains tremblaient. « Il travaille pour M. Hang », murmura-t-elle si doucement que Marcus dut se pencher en avant pour l'entendre. Victor Wang. Marcus connaissait ce nom. Tout le monde dans le milieu criminel new-yorkais connaissait ce nom. Un serpent venimeux qui rampait dans les quartiers pauvres, traquant les familles désespérées qui n'avaient plus nulle part où aller. Des intérêts brutaux, des conditions que personne ne pouvait vraiment rembourser. Et lorsqu'il n'y parvenait pas, Wang récupérait son dû par d'autres moyens. Des moyens qui donnaient la nausée même à Marcus. « Combien ta mère lui doit-elle » demanda Marcus, même s'il connaissait déjà en partie la réponse. Grace baissa la tête, ses petites épaules s'affaissant, comme si elle portait le poids du monde entier sur ses épaules. Elle fouilla dans la poche de son manteau fin et en sortit une feuille de papier froissée. Pliée et repliée tant de fois que les plis étaient usés au point de se déchirer, elle le posa sur la table et le fit glisser vers Marcus. « 25 000 $, dit-elle d'une voix tremblante. Monsieur Wang a dit que, si maman ne payait pas avant vendredi, quelque chose de grave m'arriverait. Marcus prit le papier. C'était une reconnaissance de dette, écrite d'une écriture brouillée, remplie de chiffres et de dates. Le capital initial n'était que de 10 000 $, mais avec un intérêt composé de 40% mois après mois, il était passé à 25 000 $, une somme dérisoire pour Marcus, mais qui représentait tout pour une mère célibataire qui luttait pour survivre. « Pourquoi ta mère a-t-elle emprunté cet argent ?» demanda Marcus, s'efforçant de garder une voix calme alors que la rage bouillonnait dans sa poitrine. Grace leva les yeux, ses yeux verts brillants de larmes. « Pour payer mon opération. La fillette toucha sa prothèse sans le vouloir pour que je puisse marcher. Pour que je puisse aller à l'école comme les autres enfants. » Marcus sentit sa mâchoire se crisper. Il avait vu ce schéma trop souvent. Des familles désespérées, des intérêts qu'elles ne pourraient jamais rembourser,
Des créanciers qui n'hésitaient pas à menacer les enfants pour récupérer leur argent. « C'est pour ça que tu t'es enfui aujourd'hui » dit Marcus sans poser de questions. Grace acquiesça, les larmes commençant à couler sur ses joues. « Je suis sorti de l'école et je les ai vus qui attendaient près du portail. J'ai eu tellement peur que je me suis enfui. Je ne savais pas où aller. J'ai vu ce café et j'ai pensé qu'il avait l'air sûr. Puis je t'ai vu. » Marcus la regarda, une enfant de 7 ans, avec une seule jambe, par un froid glacial, fuyant des prédateurs 2 fois plus grands qu'elle, et elle avait choisi de s'asseoir à côté de l'homme le plus dangereux de la ville, parce qu'elle pensait que ce serait plus sûr. Ce courage, ce désespoir firent craquer le cœur de Marcus, un cœur qu'il croyait depuis longtemps transformé en pierre. « Ils t'ont fait quelque chose » demanda Marcus d'une voix grave. « Pas encore » répondit Grace en essuyant ses larmes avec sa manche. « Ils m'ont juste dit de rappeler à maman la date limite. Et si maman ne peut pas payer, ils viendront me chercher. »« Te chercher pour t'emmener où ?» ?»« Ils ne l'ont pas dit. Mais je sais que ce ne sera pas un endroit agréable. » Marcus regarda les 2 hommes près de la porte. Ils étaient toujours assis là, faisant semblant de lire le journal et de consulter leur téléphone. Mais leurs yeux ne quittaient pas Grace, tels des vautours attendant que leur proie s'effondre. Il allait leur montrer à quoi ressemblait vraiment l'effondrement. Hayes. Ce nom résonna dans l'esprit de Marcus comme une cloche. Il l'avait déjà entendu quelque part. Pas dans le monde des affaires, ni lors de réunions ou de négociations. Ailleurs, dans un endroit qu'il avait essayé d'enfouir, mais qu'il ne pouvait oublier. Grace Hayes, Scarlett Hayes. Ces 2 noms tourbillonnaient dans son esprit comme une tempête. Et puis il se souvint. Il y a 4 mois, une lettre se trouvait dans la pile de courrier que son assistant avait classée comme sans importance. Des centaines de lettres comme celle-ci arrivaient chaque mois à son bureau. Des demandes, des menaces, des supplications. Il ne lisait jamais la plupart d'entre elles. Mais cette lettre était différente. Il ne savait pas pourquoi il l'avait ouverte. Peut-être parce que l'enveloppe avait été soigneusement adressée à la main et non tapée à la machine de manière froide et impersonnelle comme les autres. Peut-être parce que dans le coin, il y avait un petit cœur dessiné au crayon de couleur. Un cœur rose, maladroit et enfantin. La lettre n'exigeait rien. Elle n'accusait personne. Elle ne suppliait pas d'une manière qui aurait pu irriter les gens. C'était simplement le désespoir d'une mère écrit à l'encre. Une mère célibataire, avec une fille de 7 ans, qui venait de perdre une jambe dans un accident. Une mère croulant sous des factures médicales qu'elle ne savait pas comment payer. Elle ne demandait pas d'argent. Elle demandait seulement une chance. Un coup de pouce. Tout ce qui lui permettrait de prendre soin de sa petite fille. Marcus avait gardé cette lettre sur son bureau pendant 4 mois. Il n'avait pas répondu. Il n'avait pas agi. Mais il n'avait pas non plus été capable de la jeter. Chaque fois qu'il avait l'intention de la jeter à la poubelle, ses yeux s'arrêtaient sur le petit cœur dans le coin de l'enveloppe, et sa main la reposait. Lentement, Marcus plongea la main dans la poche intérieure de sa veste de costume. Ses doigts trouvèrent le bord familier du papier. Il en sortit une enveloppe froissée, dont le coin était adouci à force d'avoir été touché trop souvent. Grace fixa l'enveloppe dans sa main, les yeux verts écarquillés. Elle reconnut l'écriture brouillonne avant même de voir le cœur. « C'est mon écriture », murmura-t-elle d'une voix tremblante. « J'ai dessiné ce cœur. Maman m'a dit d'écrire l'adresse parce que mon écriture est plus jolie. » Marcus acquiesça lentement et posa l'enveloppe sur la table entre eux. Le cœur rose dans le coin avait désormais une signification complètement différente. Ce n'était plus seulement le dessin d'un enfant anonyme, c'était le dessin de Grace. La fille assise juste en face de lui. La fille avec des béquilles recouvertes de neige et un petit manteau fin. La fille pourchassée par des requins solitaires. « Vous êtes Marcus Blackwood » dit Grace, et sa voix n'était plus une question. C'était une confirmation étonnée. « Vous êtes l'homme de la lettre de maman »
celui à qui elle a écrit pour demander de l'aide. Oui, répondit Marcus d'une voix basse et lourde, empreinte de ce qui ressemblait à de la culpabilité. Mais vous n'avez pas répondu. Grace resta silencieuse pendant un long moment. Elle regarda l'enveloppe et le cœur qu'elle avait dessiné de sa propre main, puis leva les yeux vers Marcus. Dans ses yeux verts, il n'y avait ni reproche ni colère, seulement la profonde tristesse d'une enfant habituée à être rejetée par le monde. « Maman pleurait ?» dit Grace doucement. Quand personne ne répondait, maman pleurait beaucoup. Elle essayait de me le cacher, mais je l'entendais. Elle pleurait dans la salle de bain pour que je ne le sache pas. Elle pensait peut-être que son écriture était trop laide, ou peut-être qu'elle n'était pas assez polie, ou peut-être qu'elle ne méritait pas d'aide. Chaque mot de Grace transperçait le cœur de Marcus comme un couteau. Il avait reçu cette lettre. Il l'avait lue. Il l'avait gardée dans son portefeuille pendant 4 mois, et il n'avait rien fait. Pendant ce temps, Scarlett Hayes pleurait seule dans sa salle de bain, se demandant ce qu'elle avait fait de mal, continuant à se débattre seule avec un enfant handicapé et une montagne de dettes, jusqu'à ce qu'elle tombe finalement entre les mains de Victor Hang, car elle n'avait plus personne vers qui se tourner. « Pourquoi l'as-tu gardée ?» demanda Grace, les yeux fixés sur l'enveloppe. « Si tu ne comptais pas l'aider, pourquoi ne l'as-tu pas jetée ?» Marcus regarda le petit cœur rose dans le coin, le cœur que Grace avait dessiné avec toute l'innocence et l'espoir d'une enfant de 7 ans. « Parce que je ne pouvais pas, » dit-il d'une voix rauque, « parce qu'il y avait quelque chose dans cette lettre qui m'empêchait de l'oublier. Je ne savais pas ce que c'était jusqu'à aujourd'hui. »« Jusqu'à ce que tu t'assoies à cette table, » dit Grace en penchant la tête, ses yeux verts pleins de curiosité. « Qu'était-ce donc ?» Marcus soutint son regard pendant un long moment, avant de répondre. « L'espoir, dit-il. La lettre de ta mère contenait quelque chose que je croyais avoir perdu depuis longtemps. Elle contenait de l'espoir. » Grace baissa les yeux vers la tasse de chocolat chaud qui avait commencé à refroidir entre ses mains. Elle resta silencieuse pendant un long moment, comme si elle se demandait si elle devait ouvrir son cœur à cet homme inconnu. Puis elle prit une profonde inspiration, ses petites épaules se soulevant et s'abaissant, et elle commença à lui raconter. « Ma mère s'appelle Scarlett, » dit Grace d'une voix légère comme un souffle. « Elle a 27 ans, mais elle paraît beaucoup plus âgée. Elle a les cheveux châtain roux comme moi et les yeux verts comme moi aussi. Les gens disent que je suis son portrait craché, mais elle est beaucoup plus jolie que moi. Elle n'a simplement plus le temps d'être jolie. » Marcus écouta en silence. Il comprit que Grace ne parlait pas seulement de sa mère. Elle lui offrait quelque chose de plus précieux que tous les secrets d'affaires qu'il avait jamais détenus. Elle lui donnait sa confiance. Il y avait aussi un papa, autrefois, poursuivit Grace d'une voix plus douce. Il s'appelait Michael. Il travaillait dans une compagnie d'assurance. Il avait une belle voiture et m'emmenait manger une glace le dimanche. Je pense qu'il m'aimait. Marcus remarqua qu'elle parlait au passé. Pense, ne sait pas. Puis j'ai eu mon accident. Grace toucha sa prothèse à travers le tissu de son pantalon. Le médecin a dit qu'il ne pouvait pas la sauver. Ils ont dû l'amputer pour me sauver. Maman a pleuré pendant 3 jours, mais papa n'a pas pleuré. Il est resté là à me regarder, puis il est sorti fumer. La voix de Grace restait neutre, comme si elle racontait une histoire qui était arrivée à quelqu'un d'autre. Mais Marcus vit ses petites mains se crisper autour de la tasse de chocolat chaud jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. 2 jours après ma sortie de l'hôpital, papa a fait sa valise et est parti. Grace a dit qu'il avait dit à maman qu'il n'avait pas signé pour élever un enfant handicapé. Il a dit qu'il avait encore toute sa vie devant lui et qu'il ne voulait pas la gâcher avec une fille brisée. La rage a envahi Marcus. Un homme qui abandonne son propre enfant parce qu'elle a perdu une jambe. Pas parce qu'elle avait fait quelque chose de mal, pas parce qu'elle avait changé, simplement parce qu'elle n'était plus parfaite selon ses critères. Ce n'était pas un père. C'était un monstre. Il envoya les papiers du divorce depuis la Floride 2 semaines plus tard. Grace continua. Son calme était presque effrayant. Maman signa immédiatement. Elle dit qu'elle n'avait pas besoin d'un homme qui ne savait pas aimer sa propre fille. Elle dit que tout irait bien pour nous. Elle me le promit.
Et a-t-elle tenu cette promesse ? Demanda Marcus doucement. Grace acquiesça, mais ses yeux brillaient. Elle a fait de son mieux. Elle avait 3 emplois. Le matin, elle travaillait dans une boulangerie, de 4 heures du matin à 10 heures. Puis, elle nettoyait les maisons des gens de 11 heures à 17 heures. Le soir, elle servait dans un bar de 19 heures à minuit. Elle dormait 3 ou 4 heures par jour. Marcus fit le calcul dans sa tête. Scarlett Hayes travaillait près de 20 heures par jour pour élever seule une fille handicapée, payer seule les factures médicales, affronter seule le monde. Personne pour l'aider, personne pour partager le fardeau, juste elle et Grace, toutes les deux tenant bon contre tout. « Je sais que maman saute des repas, » dit Grace, la voix étranglée. « Elle pense que je ne le sais pas. Tous les soirs, au dîner, elle dit toujours qu'elle a déjà mangé au travail, donc qu'elle n'a pas faim. Mais je la vois boire beaucoup d'eau, je la vois maigrir de plus en plus, et parfois j'entends son estomac gargouiller quand elle me serre dans ses bras pendant que je m'endors. » Marcus serra les dents. Il repensa aux fêtes somptueuses auxquelles il avait assisté, aux bouteilles hors de prix qu'il avait vidées sans compter, aux assiettes de nourriture qu'il avait repoussées parce qu'il n'aimait pas le goût, alors que quelque part, une mère mourait de faim pour que son enfant puisse manger. « J'essaie de manger moins pour que maman puisse manger plus, » dit Grace, et les larmes commencèrent à couler sur ses joues. « Mais maman m'oblige toujours à finir mon assiette. Elle dit que je grandis, donc que je dois manger beaucoup. Elle dit qu'elle n'a pas faim, mais elle ment. Je sais qu'elle ment parce qu'elle m'aime. » Grace essuya ses larmes avec sa manche, essayant de se calmer. Elle n'avait que 7 ans. Elle n'aurait pas dû avoir à comprendre des choses comme ça. Elle n'aurait pas dû avoir à savoir à quel point sa mère se sacrifiait. Mais la vie ne lui avait pas laissé le choix. La vie l'avait forcée à grandir trop vite, à comprendre trop tôt, à porter des fardeaux trop lourds pour ses petites épaules. « Ma mère est la personne la plus forte que je connaisse, » dit Grace, la voix pleine de fierté. « Même quand elle pleure, elle n'abandonne jamais. Elle ne se plaint jamais. Elle continue simplement d'essayer. Pour moi, tout est pour moi. » Marcus écouta l'histoire de Scarlett et quelque chose en lui changea. Mais l'instinct d'un homme qui avait survécu 15 ans dans le milieu lui disait que quelque chose clochait. Victor Wang était un requin solitaire. Oui, il était impitoyable. Oui, mais il n'était pas stupide. 25 000 $, ce n'était pas une somme énorme pour quelqu'un comme Hang. Envoyer 2 voyous suivre une enfant de 7 ans. La suivre depuis l'école jusqu'à un café semblait être un effort excessif pour un simple recouvrement de dettes. À moins qu'il ne s'agisse pas uniquement de la dette. « Grace ?» dit Marcus d'une voix calme, mais avec un sérieux qui incita la jeune fille à lever les yeux vers lui. « Les hommes de Wang, est-ce qu'ils ne font que récupérer de l'argent? Ou vous ont-ils demandé autre chose ?» La réaction de Grace fut la réponse avant même qu'elle ne parle. Son visage pâlit, non pas lentement, mais instantanément, comme si quelqu'un avait drainé tout le sang de son corps. Ses yeux verts s'écarquillèrent, remplis de cette peur primitive et brute que Marcus avait vue trop souvent dans sa vie. La peur de quelqu'un qui cache un secret qui pourrait lui coûter la vie. Grace baissa les yeux, la voix tremblante. Monsieur Wang est venu à notre appartement il y a environ 2 mois. Il a longuement parlé à maman. Puis il a dit à maman de sortir. Et il s'est assis seul avec moi. Un frisson parcourut l'échine de Marcus. Un requin solitaire n'avait aucune raison de parler en privé avec une enfant de 7 ans à propos d'argent. Cela signifiait que Wang voulait autre chose. « Que t'a-t-il demandé » dit Marcus, gardant un ton doux, même si quelque chose de violent bouillonnait en lui. Grace serra son cahier couvert d'étoiles contre sa poitrine, comme s'il s'agissait du seul bouclier dont elle disposait. « Il m'a interrogé sur l'accident, » murmura-t-elle. « Il m'a demandé si je me souvenais de quelque chose, si j'avais vu quelque chose avant de tomber. Je lui ai dit que je ne me souvenais de rien. Il m'a regardé fixement pendant un long moment. Puis il a souri. Ce sourire m'a fait plus peur que s'il avait crié. » Marcus avait rencontré Victor Wang à plusieurs reprises lors de réunions du milieu. C'était le genre d'homme qui souriait quand les autres souffraient, le genre qui prenait plaisir à effrayer les faibles. Le voir sourire à une enfant de 7 ans n'était pas surprenant,
Mais apprendre qu'il lui avait posé des questions sur l'accident était tout autre chose. « Qu'a-t-il dit après ça » demanda Marcus. Grace déglutit. Sa gorge travaillait comme si elle essayait de ravaler une boule de peur. « Il a dit que j'étais une bonne enfant parce que je ne me souvenais de rien. Il a dit « Les enfants qui se souviennent de trop de choses ont parfois plus d'accidents. » Il a dit « Je devrais continuer à oublier. Pour ma sécurité, pour la sécurité de maman. » Marcus sentit sa mâchoire se crisper si fort que ses dents lui firent mal. Ce n'était pas un avertissement de recouvreur de créances. C'était une menace de la part de quelqu'un qui cachait quelque chose que Grace avait peut-être vu, quelque chose d'assez grave pour que Hang ait besoin de faire taire une enfant. « Grace, » dit Marcus d'une voix plus basse. Il demanda. « Si tu te souviens de quelque chose, toi aussi. Tu te souviens ? As-tu vu quelque chose avant l'accident ?» Le silence s'éternisa. Grace baissa les yeux vers le cahier qu'elle tenait dans ses mains, ses petits doigts tremblants, tandis qu'il caressait la couverture couverte d'étoiles. Lorsqu'elle releva les yeux, ses yeux verts étaient humides de larmes. Mais à l'intérieur, il y avait aussi autre chose. Une attente. Un secret qui pesait sur ses petites épaules depuis bien trop longtemps. « J'ai un secret » murmura Grace si doucement que Marcus dut se pencher en avant pour l'entendre. « Un secret que je n'ai révélé à personne. Pas même à maman. » Marcus regarda Grace et attendit. Il ne la pressa pas. Il ne la pressa pas. Il resta simplement assis là, patient comme une pierre, lui laissant le temps dont elle avait besoin pour s'ouvrir. Il comprenait que les secrets gardés trop longtemps devaient être révélés avec douceur, sinon ils déchirèrent de l'intérieur celui qui les portait. Grace prit une profonde inspiration, ses petites épaules tremblant. Elle jeta un dernier coup d'œil autour du café, comme si elle voulait s'assurer que personne d'autre ne pouvait l'entendre. Puis elle se mit à parler, d'une voix aussi douce qu'un souffle. « Ce jour-là, je n'étais pas à l'école, » dit Grace. « Je sais que je ne devrais pas sécher les cours. Maman serait très triste si elle le savait. Mais ce jour-là, c'était le jour du test de gym, et je ne voulais pas y aller. Je déteste les cours de gym. Les autres enfants courent partout, et moi, je ne peux que m'asseoir et regarder à cause de ma jambe. Le professeur m'a dit que je pouvais faire autre chose, mais je ne voulais pas. Je ne voulais pas être l'enfant différente. » Marcus hocha légèrement la tête, l'encourageant à continuer. Il comprenait ce sentiment, le sentiment d'être coupé du monde qui t'entoure, le sentiment de regarder les autres vivre une vie normale, tandis que tu restes à l'écart, à les observer. « Je me suis échappé de l'école par la porte arrière. » Grace a continué. « J'avais prévu de me promener un peu puis de rentrer à la maison avant que maman ne parte pour son service de l'après-midi. Mais j'ai alors vu un chat orange avec de beaux yeux verts. Il m'a regardé comme s'il voulait que je le suive. Je sais que ça a l'air idiot, mais c'est ce que j'ai ressenti. »« Ce n'est pas idiot, » dit Marcus doucement. « Parfois, les choses les plus importantes arrivent pour les raisons les plus simples. » « J'ai suivi le chat, » acquiesça Grace. Il se déplaçait très vite, se faufilant dans les ruelles et les petites rues étroites. J'ai dû faire beaucoup d'efforts pour le suivre avec mes béquilles. Puis il s'est arrêté quelque part, très loin, près des docks, dans un vieil entrepôt aux fenêtres cassées et aux murs de briques rouges écaillées. J'ai vu le panneau à l'extérieur. Pierre 23. Marcus eut l'impression que quelqu'un lui avait versé de l'eau glacée dans les veines. Pierre 23. Il connaissait cet endroit. Il y a 10 ans, ce quartier était sous le contrôle de la famille Moretti. Ils utilisaient les entrepôts pour des activités dont personne ne voulait parler. Des activités qui, même dans le milieu, étaient considérées comme dépassant les limites. Le chat s'est faufilé à l'intérieur par un trou dans le mur. Grace a continué, sa voix commençant à trembler davantage. J'allais faire demi-tour. Je savais que je n'aurais pas dû être là. Mais j'ai alors entendu des voix. Des hommes qui parlaient. Ils se disputaient. Marcus s'est penché en avant. Pourquoi se disputaient-ils ? Je n'entendais pas tout, dit Grace.
ses petites mains serrant le cahier comme s'il s'agissait de sa seule bouée de sauvetage. Mais j'ai entendu un homme dire qu'il devait se dépêcher. Il a dit que quelqu'un serait très en colère s'il se faisait prendre. L'autre homme a répondu que personne ne trouverait rien. Il a dit qu'ils avaient déjà fait cela plusieurs fois auparavant. « Les as-tu vus » demanda Marcus. Grace acquiesça lentement. J'étais curieux. Alors je me suis faufilé à l'intérieur. Il y avait beaucoup de caisses en bois et de vieux déchets empilés partout. Je pouvais donc me cacher derrière et observer. Il y avait 4 hommes. Ils se tenaient autour d'un trou qui avait déjà été creusé dans le sol en terre battue, et ils enterraient quelque chose. « Quoi » demanda Marcus, même si une partie de lui avait déjà peur de la réponse. Grace resta silencieuse pendant un long moment. Ses yeux verts fixaient le vide, comme si elle revoyait la scène dans sa tête. Quand elle a parlé, sa voix n'était qu'un murmure, quelque chose enveloppé dans du plastique noir. Grace a dit « Aussi grand qu'une personne, avec la forme d'une personne ». Le chat a poussé un cri et s'est enfui. Grace a continué, la voix brisée. L'un des hommes s'est retourné et a regardé dans ma direction. Il a dit qu'il avait entendu quelque chose. Un autre homme a dit que ce n'était qu'un rat. Mais le premier homme ne l'a pas cru. Il s'est mis à marcher vers moi. Marcus sentait son cœur battre à tout rompre. Il savait où cette histoire allait mener. Il savait que Grace avait vu quelque chose qu'elle n'aurait jamais dû voir. Et il savait que ces hommes n'étaient pas du genre à laisser vivre les témoins. J'ai essayé de courir. Grace a dit, les larmes commençant à couler sur ses joues. Mais avec mes béquilles, je ne pouvais pas courir vite. J'ai entendu des pas me poursuivre derrière moi. Puis j'ai vu des escaliers menant au 2e étage. J'ai pensé que si je montais là-haut, je pourrais me cacher. Je grimpais aussi vite que possible, mais le plancher en bois était très vieux, très pourri, et quand je posai le pied dessus, il se brisa. Grace s'arrêta un instant, ses petites mains serrant le cahier si fort que ses jointures blanchirent. Elle tremblait, pas à cause du froid, mais à cause du souvenir. La journée renaissait en elle, vive et crue, comme si elle venait de se produire. Marcus attendit. Il ne la pressa pas. Il posa simplement sa main sur la table, suffisamment près pour que Grace puisse la saisir si elle en avait besoin, mais sans rien forcer. Il avait appris depuis longtemps que les blessures les plus profondes devaient guérir à leur rythme. Le plancher s'est brisé et je suis tombé. Grace finit par continuer, sa voix semblant venir de très loin. Mais je ne suis pas tombé directement à l'étage inférieur. Il y avait un sous-sol en dessous, très profond, très sombre. Je suis tombé là-bas et j'ai entendu mes os se briser. Je voulais crier, mais je ne pouvais pas. Ça faisait trop mal. Ça faisait tellement mal que je ne pouvais plus respirer. La rage envahit Marcus, mais il garda un visage calme. Il ne voulait pas effrayer Grace davantage. Elle était déjà assez terrifiée. Puis j'ai entendu des pas. Grace a continué. Quelqu'un descendait les escaliers vers le sous-sol. J'ai essayé de rester immobile pour faire croire que j'étais morte. Je pensais que s'il me croyait morte, il partirait. Mais ensuite, j'ai entendu des rires. « Qui rit ?» demanda Marcus d'une voix grave comme un tonnerre lointain. « L'homme qui m'a poursuivi » répondit Grace, les yeux verts fixés dans le vide comme si elle le voyait devant elle. Il avait une très longue cicatrice sur le visage, du coin de l'œil gauche jusqu'au coin de la bouche, comme si quelqu'un l'avait coupé avec un couteau. Quand il souriait, la cicatrice bougeait, et c'était terrifiant. Je n'oublierai jamais ce visage. Marcus sentit son sang se glacer. Il savait exactement à qui appartenait cette cicatrice. Tony Rossi. Le milieu l'appelait Tony Scar. Un tueur sans hésitation, autrefois membre de la famille Moretti avant leur chute. Il était tristement célèbre pour sa cruauté et le plaisir malsain qu'il prenait à torturer ses victimes. Et il aimait particulièrement s'en prendre à des personnes qui ne pouvaient pas se défendre. Il a ri. Et qu'a-t-il dit ? Marcus demanda, gardant un ton calme alors que tout en lui était en ébullition. Il a dit que j'étais l'enfant le plus malchanceux de toute la ville. Grace murmura, les larmes commençant à couler sur ses joues.
Il a dit que j'avais vu quelque chose que je n'étais pas censé voir. Puis il a dit quelque chose que je n'ai pas compris à ce moment-là. Il a dit que c'était une chance que le plancher en bois soit pourri au bon endroit. Puis il a ri encore plus fort. Qu'est-ce que cela signifiait? Je me suis posé la question. J'avais tellement mal que je ne pouvais même pas réfléchir. Mais plus tard, à l'hôpital, j'ai compris. Marcus a compris instantanément, et la vérité l'a frappé comme un coup de poing dans la poitrine. Le plancher ne s'est pas cassé tout seul, a-t-il dit d'une voix froide comme l'acier. C'est lui qui l'a cassé. Grace a acquiescé, les larmes coulant sur son visage. Je l'ai entendu rire quand je suis tombé. Monsieur, pas surpris, rire. Il riait comme s'il l'avait attendu, comme s'il savait que je tomberais, comme s'il l'avait planifié. Il a cassé le sol exprès. Il voulait que je meure. Marcus était assis là, impassible. Mais à l'intérieur, une tempête faisait rage. Ce n'était pas un accident. C'était une tentative de meurtre. Une enfant de 7 ans avait été jetée dans un sous-sol profond pour la faire taire. Une enfant avec des béquilles et un sourire bien trop courageux pour son âge. Une enfant que son propre père avait abandonnée parce qu'elle avait perdu une jambe. Et maintenant, Marcus savait qu'elle n'avait pas perdu cette jambe à cause d'un accident. Elle l'avait perdue parce qu'un tueur avait décidé que sa vie ne valait pas le secret qu'elle portait. Et ensuite, que s'est-il passé? Demanda Marcus, la voix rauque. Comment se fait-il que vous soyez encore en vie? J'ai fait la morte, répondit Grace d'une voix neutre, comme si elle racontait l'histoire de quelqu'un d'autre. Je suis resté allongé sans bouger. Je ne respirais pas fort. Je l'ai entendu s'approcher. Il s'est tenu juste à côté de moi, je sentais son souffle sur mon visage. J'ai cru que j'allais mourir, mais j'ai alors entendu quelqu'un appeler depuis l'étage. Ils ont dit qu'il devait partir rapidement. Quelqu'un arrivait. Il a juré et est parti. Je suis resté allongé là pendant je ne sais pas combien de temps. Peut-être des heures, peut-être toute la journée. Je ne m'en souviens pas. Je me souviens seulement que lorsque je me suis réveillé, j'étais à l'hôpital. Maman pleurait à côté de moi et ma jambe avait disparu. Marcus regarda la fillette assise en face de lui. Âgée de 7 ans, elle avait perdu une jambe parce qu'un tueur voulait la faire taire. En vie parce qu'elle avait fait la morte à 7 ans. Et elle avait porté ce secret seule pendant des mois parce qu'elle avait peur que parler mette sa mère en danger. Cette enfant n'était pas seulement courageuse, c'était une survivante, et Marcus allait s'assurer qu'elle n'aurait plus jamais à survivre seule. Marcus avait besoin d'en savoir plus. Il avait besoin de savoir ce que Grace avait vu avant de tomber dans le sous-sol. La chose enveloppée dans du plastique noir. La chose qui avait la forme d'une personne. Il avait le sentiment que c'était la clé de tout. La raison pour laquelle Victor Huang voulait faire taire une enfant de 7 ans. La raison pour laquelle Tony Scar avait essayé de tuer Grace. La raison pour laquelle elle avait gardé ce secret pour elle seule pendant tant de mois. Grace, dit Marcus doucement, la chose qu'ils ont enterrée. As-tu vu clairement ce que c'était? Grace resta silencieuse pendant un long moment. Elle baissa les yeux vers le cahier qu'elle tenait entre ses mains, ses petits doigts caressant la couverture couverte d'étoiles, comme si elle cherchait du courage. Puis elle l'ouvrit, feuilleta quelques pages et s'arrêta vers la fin. « Je l'ai vu », murmura Grace, la voix tremblante, avant qu'il ne l'enveloppe complètement. « J'en ai vu une partie. Le plastique était ouvert dans un coin. Et j'ai vu. » Elle leva les yeux vers Marcus, verts et brillants de larmes. C'était une fille, très jeune, peut-être 12 ou 13 ans, avec de longs cheveux noirs, et elle portait une très jolie robe bleue à fleurs blanches. Marcus eut l'impression que quelqu'un lui avait retiré tout l'air de ses poumons. De longs cheveux noirs, une robe bleue à fleurs blanches. Ces mots résonnèrent dans son esprit comme un glas funèbre. Cela ne pouvait pas être elle. Ça ne pouvait pas être elle. « J'ai dessiné ce que j'ai vu », dit Grace en lui tendant son carnet. « Je ne suis pas très doué pour dessiner, mais j'ai essayé de le dessiner pour ne pas l'oublier, parce que je pensais que cette fille méritait qu'on se souvienne d'elle. » Marcus baissa les yeux vers la page. Un dessin au crayon de couleur brouillon, clairement réalisé par une enfant de 7 ans. Mais même avec ses traits maladroits, il pouvait reconnaître ce que Grace avait essayé de capturer. Un visage encadré de longs cheveux noirs,
une robe bleue avec de petits points blancs censés représenter des fleurs, et les yeux fermés comme si elle dormait. La main de Marcus se mit à trembler. Il ne s'en rendit compte que lorsque le portefeuille dans la poche de son costume commença à glisser. Il tendit la main pour le rattraper, mais ses doigts ne lui obéissaient pas. Le portefeuille tomba sur le sol et s'ouvrit, répandant les photos qu'il contenait. Grace se baissa pour l'aider, ramassant les photos éparpillées avec ses petites mains. Puis elle s'arrêta, immobile, fixant une photo qu'elle tenait dans sa main. « Monsieur », murmura Grace, la voix pleine d'horreur. « Cette fille. » Marcus n'avait pas besoin de regarder pour savoir quelle photo elle tenait. Celle qu'il avait gardée avec lui pendant 10 ans. Celle qu'il regardait chaque soir avant de s'endormir, et chaque matin au réveil, une photo d'Olivia, sa petite sœur, prise 1 mois avant sa disparition. Sur cette photo, Olivia souriait, ses longs cheveux noirs flottant au vent, vêtue de sa robe préférée, une robe bleue à fleurs blanches. « C'est la fille de mon dessin, » dit Grace, la voix tremblante. « C'est la fille qu'ils ont enterrée. J'en suis sûre. Les cheveux sont les mêmes. La robe est la même. Le visage est le même aussi. Monsieur, qui est-elle » Marcus ne pouvait pas parler. Il ne pouvait pas respirer. Il ne pouvait rien faire d'autre que fixer la photo d'Olivia dans les mains de Grace, puis le dessin brouillon dans le cahier, puis à nouveau la photo. 10 ans. 10 ans qu'il avait cherché sa sœur. 10 ans qu'il avait mis la ville sans dessus-dessous, détruit des familles mafieuses, brûlé des empires souterrains, tout cela pour un seul indice sur l'endroit où Olivia avait disparu. 10 ans qu'il avait vécu, dans l'espoir qu'elle était encore en vie quelque part, que quelqu'un l'avait kidnappée et la retenait en otage, qu'un jour, il la retrouverait et la ramènerait à la maison. Mais la vérité était encore plus déchirante. Olivia n'avait pas été tuée il y a 10 ans. Elle avait été cachée dans l'ombre pendant tout ce temps. Il ne l'avait amenée au Pierre 23 que pour la faire taire à jamais, il y a quelques mois à peine. Elle n'était pas sous cette terre froide depuis une décennie, mais seulement depuis quelques mois, pendant lesquels Grace avait porté ce lourd secret, tandis que Marcus la cherchait partout ailleurs. « Ma sœur. » Marcus finit par dire. Sa voix se brisa comme du verre. « C'est ma sœur, Olivia. Elle a disparu il y a 10 ans. Je la cherche depuis 10 ans. Je n'ai jamais cessé de la chercher. Et toi? Tu l'as trouvée ?» Grace regarda Marcus, les yeux remplis de larmes. Elle ne dit rien. Elle se leva simplement, contourna la table et enlaça l'homme qui tremblait. Une petite étreinte de la part d'une enfant de 7 ans. Mais d'une certaine manière, c'était la seule chose qui maintenait Marcus debout. La seule chose qui l'empêchait de s'effondrer complètement. Et puis les larmes ont commencé à couler. Pour la première fois en 10 ans, Marcus Blackwood a pleuré. Il a pleuré pour sa sœur disparue. Il a pleuré pour toutes ces années de recherche désespérée. Il a pleuré pour la petite fille qui le serrait dans ses bras, celle qui avait porté ce secret seule pendant trop longtemps. « Je suis désolé, » murmura Grace dans son épaule. « Je suis désolé pour ta sœur. J'aurais aimé te le dire plus tôt. J'aurais aimé pouvoir la sauver. » Ils restèrent assis ainsi pendant un long moment. Marcus ne savait pas combien de temps. Peut-être quelques minutes, peut-être 1 heure entière. Le temps semblait s'être arrêté dans ce petit café. Personne n'osait s'approcher de leur table. Personne n'osait briser ce moment où le parrain de la mafia le plus notoire de New York pleurait dans les bras d'une enfant de 7 ans. Finalement, Marcus prit une profonde inspiration et lâcha doucement Grace. Il essuya ses larmes avec le dos de sa main. Le geste maladroit d'un homme qui n'avait pas l'habitude de pleurer. 10 ans. 10 ans qu'il avait érigé un mur autour de son cœur. 10 ans qu'il avait transformé son chagrin en rage. Il avait transformé son désir en carburant pour sa vengeance. Et en quelques minutes, une petite fille avec des béquilles et un cahier rempli d'étoiles avait tout brisé. « Tu n'as pas besoin de t'excuser, » dit Marcus d'une voix rauque. « Tu n'as rien fait de mal, tu n'es qu'une enfant. Tu n'aurais pu sauver personne. Mais tu m'as donné ce que je cherchais depuis 10 ans. Tu m'as donné la réponse. » Grace remonta sur sa chaise.
les yeux verts encore rougis par les larmes. Elle regarda la photo d'Olivia qui gisait toujours sur la table, puis le dessin dans son cahier. « Je suis désolée que mon dessin soit si mauvais, » dit-elle doucement. Elle était beaucoup plus jolie en vrai, jolie comme un ange. Marcus regarda le croquis brouillon, les traits maladroits d'une fillette de 7 ans, qui essayait de retenir quelque chose de terrible dont elle avait été témoin. Et il réalisa que ce dessin, aussi imparfait fût-il, était le cadeau le plus précieux qu'on lui ait jamais fait. C'était une preuve. C'était la vérité. C'était un moyen de rendre justice à Olivia. « Grace, » dit Marcus, retrouvant un peu de son calme, « tu as dit que tu les avais entendus se disputer. As-tu entendu des noms? Le nom d'une personne? D'un groupe? Quelque chose ?» Grace fronça les sourcils, essayant de se souvenir. Elle ferma les yeux, les lèvres serrées par la concentration. « Je n'ai pas entendu grand-chose, » dit-elle lentement. Il parlait doucement, et j'avais peur. Mais je me souviens de l'homme avec la cicatrice, celui qui m'a poursuivi. Quand il est descendu au sous-sol pour vérifier si j'étais encore en vie, il était au téléphone avec quelqu'un. Marcus se pencha vers elle. « Qu'a-t-il dit » ? Il a dit que c'était fait. Grace continua, la voix tremblante alors que le souvenir lui revenait en mémoire. Il a dit qu'une petite fille avait vu quelque chose, mais qu'il s'en était occupé. Puis il s'est tu et a écouté. Ensuite, il a ri et a dit « Ne t'inquiète pas. Moretti ne saura jamais qu'il y a eu un témoin. » Il a dit qu'il rejetterait la faute sur les immigrants si quelqu'un posait des questions. Moretti. Ce nom résonna dans l'esprit de Marcus. La famille Moretti, l'une des plus anciennes familles mafieuses de New York. Il y a 10 ans, ils étaient les plus grands rivaux de Marcus. Ils contrôlaient la majeure partie de l'est de la ville et s'étaient effondrés 6 mois seulement après la disparition d'Olivia. Marcus avait cru les avoir détruits à cause de guerres de territoire ordinaires. Il n'avait jamais fait le lien entre la disparition d'Olivia et les Moretti. Mais maintenant, tout était clair. Moretti avait ordonné la mort d'Olivia. Peut-être pour punir Marcus. Peut-être pour envoyer un message. Peut-être simplement parce qu'ils le pouvaient, et ils avaient gardé sa sœur captive pendant 10 longues années. Un fantôme vivant sur leur territoire. Lorsque l'empire Moretti s'est finalement effondré, Tony Scar et Victor Wang ont décidé d'effacer la dernière preuve. Ils ont choisi le quai 23 comme dernière demeure pour elle. Le jour même où Grace observait la scène depuis l'ombre. « Tu te souviens d'autre chose ?» demanda Marcus. « Quelque chose à propos de Moretti. » « Je me souviens qu'il a dit que Moretti paierait quand il aurait des preuves, » répondit Grace. « Il a dit qu'il enverrait des photos. Puis il a pris des photos de moi, allongée dans le sous-sol. J'ai fait la morte, donc je n'ai pas bougé. Il a cru que j'étais morte, alors il est parti. » La rage bouillonnait dans les veines de Marcus. Ils avaient photographié Grace comme un trophée. Ils la croyaient morte et voulaient des preuves pour encaisser le paiement. Ce n'était pas seulement un meurtre, c'était du business. La vie d'Olivia, la vie de Grace, tout cela traité comme une marchandise à acheter et à vendre. La famille Moretti a disparu, dit Marcus d'une voix glaciale. Mais Tony Scar est toujours en vie, et Victor Hang travaille clairement avec lui. Ils essaient de te faire taire parce qu'ils savent que tu es le seul témoin restant. Ils savent que tu peux les relier au meurtre d'Olivia. Grace le fixa, les yeux remplis de peur. « Vont-ils me tuer ?»« Non, » répondit Marcus d'une voix empreinte d'une certitude absolue. « Ils ne te toucheront plus jamais, je te le promets. » Marcus prit une profonde inspiration et expira lentement. Il ferma les yeux pendant 1 seconde, juste 1 seconde, pour refouler la douleur et la rage au plus profond de sa poitrine. Il ne pouvait pas se laisser dominer par ses émotions à ce moment-là. Il avait besoin de calme, de sang-froid, de cette discipline froide et impitoyable qu'il avait maintenue en vie et au sommet pendant 15 ans. Lorsqu'il rouvrit les yeux, quelque chose avait changé dans son regard. Ce n'était plus le regard affligé d'un frère qui venait de découvrir la vérité sur sa sœur. C'était le regard de Marcus Blackwood, le parrain de la mafia, une tempête incarnée dans un corps humain, l'homme dont le nom faisait trembler la moitié de New York. Grace,
dit Marcus d'une voix basse et posée. « Écoute-moi. » Grace leva les yeux, ses yeux verts encore rougis. Elle acquiesça légèrement. « Attends. J'ai besoin que tu fasses quelque chose de très important, » dit Marcus d'une voix douce, mais qui avait le poids d'un ordre. « Reste assise ici. Continue à boire ton chocolat chaud. Et quoi qu'il arrive, quoi que tu entendes, ne regarde pas vers la porte. Tu peux faire ça ?» Grace l'observa longuement. Elle ne demanda pas pourquoi. Elle ne demanda pas ce qui allait se passer. Elle se contenta d'acquiescer, avec la confiance absolue d'une enfant qui avait enfin trouvé quelqu'un à qui se fier après avoir été trahie par le monde pendant trop longtemps. « Je resterai ici, » promit Grace. « Fais attention. » Marcus faillit sourire. Faillit. Cette petite fille, même si elle avait peur, s'inquiétait pour lui. Elle lui disait d'être prudent, comme s'il était celui qui avait besoin d'être protégé, et non l'inverse. Il se leva lentement, sans se presser. Chaque mouvement était empreint d'une menace silencieuse que n'importe quel membre de la pègre reconnaîtrait instantanément. Il lissa son gilet, rebouta les boutons et se dirigea vers l'entrée. Le café sembla se figer. Les conversations s'éteignirent. Les cuillères cessèrent de remuer dans les tasses à café. Même la machine à expresso sembla choisir ce moment pour se taire. Tout le monde sentit le changement dans l'atmosphère. Il ne savait peut-être pas qui était Marcus Blackwood. Il ne comprenait peut-être pas ce qui se passait. Mais l'instinct de survie le plus primitif du corps humain leur criait qu'un prédateur était en mouvement et qu'il valait mieux ne pas attirer son attention. Les deux hommes près de la porte réalisèrent que Marcus venait vers eux. L'un d'eux a essayé de paraître normal, baissant les yeux vers le journal qu'il tenait entre ses mains. L'autre a posé son téléphone, son corps se tendant comme un ressort. Il savait qui il était. Bien sûr qu'il le savait. Tous ceux qui travaillaient dans le milieu criminel new-yorkais connaissaient le visage de Marcus Blackwood. Et ils savaient aussi que s'ils marchaient vers eux avec cette expression, c'est qu'ils avaient commis une grave erreur. Marcus s'arrêta devant leur table. Il ne dit rien. Il resta simplement là, à regarder les deux hommes qui luttaient pour ne pas montrer leur peur. Le silence s'étira, lourd, suffocant. À l'intérieur du café, personne n'osait respirer trop fort. Puis Marcus prit la parole. « Bonjour, messieurs. » Sa voix était douce comme de la soie et tranchante comme un rasoir. Les deux hommes regardèrent Marcus avec les yeux d'une proie acculée dans un coin. Le plus grand, avec une barbe épaisse et une veste en cuir noir, essaya de rester calme, mais échoua lamentablement. Sa main posée sur la table tremblait. L'autre, plus mince, avec un visage allongé et des yeux vifs, avait des gouttes de sueur sur le front, même si l'air était froid. Monsieur Blackwood, le plus grand, prit la parole le premier, essayant de parler avec respect, mais incapable de cacher sa peur. « Nous ne savions pas que vous étiez là. Nous faisions juste une pause. Nous ne voulions pas causer de problème. » Marcus ne répondit pas tout de suite. Il tira une chaise de la table voisine et s'assit en face d'eux, lentement et délibérément. Il posa ses deux mains sur la table, les doigts entrelacés, et les regarda avec le regard qu'il réservait aux personnes qui étaient sur le point de perdre le droit de voir leur fils demain. « Je vais vous le demander une seule fois, » dit Marcus, d'une voix légère comme une brise passagère. « Vous allez répondre honnêtement. Et si je découvre que vous mentez, je vous promets que Victor Wang devra ramasser ce qui restera de vous au fond de l'East River. » « Nous comprenons. » Le maigre s'écria en hochant la tête comme une marionnette. « Nous vous dirons tout. »« Nous le jurons. » Marcus hocha lentement la tête. « La petite fille, pourquoi la suivez-vous » Le plus grand déglutit. « Nous ne faisons que suivre les ordres. Monsieur Wang nous a dit de surveiller la gamine et sa mère, de nous assurer qu'elles ne s'enfuient pas avant d'avoir remboursé leurs dettes. C'est tout. » « C'est tout ?» demanda Marcus, un coin de sa bouche se relevant en un sourire froid. « Wang envoie deux hommes suivre une fillette de 7 ans toute la journée pour 25 000 $. Vous me prenez pour un idiot ?» Les deux hommes se regardèrent, la panique se lisant clairement dans leurs yeux.
Le silence dura quelques secondes, avant que le plus mince ne craque et ne se mette à parler. « Quelqu'un a payé M. Hang, murmura-t-il d'une voix tremblante. 50 000 $ pour s'occuper de la famille Hayes. »« S'occuper » répéta Marcus, d'un ton plat comme une eau calme avant la tempête. « Que signifie « s'occuper » ? Le plus grand baissa la tête, incapable de croiser le regard de Marcus. Les faire disparaître. La gamine en particulier. Quelqu'un veut l'empêcher de parler à qui que ce soit. « Qui a payé ?» demanda Marcus, d'une voix toujours calme, mais sous laquelle bouillonnait quelque chose de dangereux. « Nous ne connaissons pas le nom, » répondit rapidement le plus mince. « Monsieur Wang ne nous l'a pas dit, mais nous l'avons entendu au téléphone une fois. » La voix à l'autre bout semblait étrange. « Quel genre de voix ?» demanda Marcus. « Italienne ?» intervint le plus corpulent. « Italienne à l'ancienne, comme les vieux de Little Italy. » Avec un fort accent, il appelait cette personne « patron ». Marcus sentit la colère monter en lui, mais son visage resta de glace. Une voix italienne. Le patron. La famille Moretti. Même s'il croyait qu'ils avaient complètement disparu. De toute évidence, quelqu'un avait survécu, et cette personne essayait de faire taire le seul témoin qui pouvait les relier au meurtre d'Olivia. « Que savez-vous d'autre » demanda Marcus. « C'est tout. »« Nous le jurons, » supplia le maigre. « Nous ne sommes que des soldats. Nous suivons les ordres. Nous ne posons pas de questions. Monsieur Wang nous a seulement dit de surveiller le gamin, de rapporter chacun de ses mouvements et d'attendre le prochain ordre. »« Quel est le prochain ordre » demanda Marcus. Silence. Les deux hommes se regardèrent, la peur se lisant sur leurs visages. « J'ai demandé quel était le prochain ordre » répéta Marcus, et sa voix se réduisit à un murmure pire que n'importe quel cri. « Si la famille ne peut pas payer avant vendredi, » dit le plus grand en déglutissant, « nous sommes censés emmener l'enfant. L'emmener où ? À l'entrepôt du quai 23. Le quai 23, le même endroit où Olivia avait été enterrée. Ils allaient emmener Grace au même endroit. Faire la même chose. L'enterrer à côté de sa sœur. Marcus se leva. Il regarda les deux hommes trembler devant lui. Et lorsqu'il parla, sa voix avait la certitude d'une condamnation à mort. « Vous quitterez cette ville dans les 24 heures. Vous ne contacterez pas Victor Hang. Vous ne mentionnerez le nom de Grace Hayes ou de sa famille à personne. Si j'apprends que vous vous trouvez à moins de 160 km de New York, je vous trouverai et vous regretterez d'être né. » Les deux hommes acquiescèrent frénétiquement, le visage livide. « Nous comprenons, » balbutia le plus grand. « Nous partons immédiatement. Sortez, » dit Marcus. Ils se levèrent d'un bond, renversant leurs chaises, et s'enfuirent du café comme s'ils avaient le diable aux trousses. La porte claqua derrière eux, laissant le café dans un silence absolu. Marcus resta là un moment, regardant à travers la vitre la neige qui continuait de tomber doucement dehors. Puis il se retourna et retourna à la table de grâce. La petite fille était toujours assise là, exactement comme il le lui avait demandé. Elle tenait entre ses mains la tasse de chocolat chaud qui avait refroidi. Elle n'avait pas regardé vers la porte de tout ce temps. Mais lorsque Marcus s'assit, il vit ses petites épaules trembler. « Ils sont partis, monsieur » demanda Grace. Lorsque Marcus se rassit, sa voix était faible et tremblante. « Ils sont partis » répondit Marcus, d'un ton plus doux qu'il y a quelques minutes. « Ils ne reviendront pas. Jamais. » Grace le fixa de ses grands yeux verts, remplis d'admiration et de curiosité. Elle avait entendu la voix de Marcus lorsqu'il avait affronté ces deux hommes. Elle avait senti le changement dans l'atmosphère, la peur se répandre dans le café, et elle avait vu deux hommes 2 fois plus grands qu'elle courir vers la porte, comme si leur vie en dépendait. « Êtes-vous un super-héros » demanda Grace, les yeux brillants d'une lueur qui ressemblait à de l'espoir, comme ceux des personnages des bandes dessinées que je lisais. Marcus la regarda longuement. Si elle savait qui il était vraiment, si elle savait ce qu'il avait fait, au cours des 15 dernières années, les personnes qu'il avait fait disparaître, les familles qu'il avait détruites, l'empire qu'il avait bâti sur la peur et le sang. Elle ne le qualifierait pas de super-héros, elle s'enfuirait loin de lui, comme tout le monde. « Je ne suis pas un héros, Grace », dit Marcus d'une voix basse et sincère. « J'ai fait beaucoup de mauvaises choses dans ma vie, beaucoup de choses dont je ne suis pas fier. Je ne suis pas un homme bon au sens où le monde l'entend.
Mais il s'arrêta et regarda ces yeux vert clair qui l'attendaient, des yeux qui ne le craignaient pas, des yeux qui lui faisaient confiance. Des yeux comme ceux d'Olivia qu'il avait regardés il y a 10 ans. « Mais je te protégerai, dit Marcus, et sa voix avait le poids d'un serment. Je ne sais pas si je mérite d'être appelé un héros, mais je suis sûr d'une chose. Personne ne te fera plus de mal. Personne ne fera plus de mal à ta mère. Je te le promets. » Grace resta silencieuse un instant, comme si elle réfléchissait à chaque mot. Puis elle fit quelque chose qui surprit Marcus. Elle sourit, mais ce n'était pas le sourire radieux et insouciant d'une enfant sans souci, le sourire de quelqu'un qui avait vécu trop de souffrances et qui avait enfin trouvé une mince lueur d'espoir à laquelle se raccrocher. « Je n'ai pas besoin que tu sois un super-héros, dit Grace doucement. J'ai juste besoin que tu sois toi-même. Quelqu'un qui ne nous abandonnera pas, ma mère et moi. » Marcus sentit son cœur. Le cœur qu'il croyait depuis longtemps transformé en pierre fondait là, devant cette fillette de 7 ans. Elle avait perdu son père, perdu une jambe, failli perdre la vie, et tout ce qu'elle demandait, c'était une personne qui ne l'abandonnerait pas. C'était une demande si modeste qu'elle en était douloureuse. Et Marcus décida qu'il serait cette personne, même s'il ne le méritait pas. Même s'il avait fait trop de choses terribles, il serait celui qui ne laisserait pas Grace et sa mère derrière lui. « Je ne vous abandonnerai pas, » dit Marcus d'une voix rauque. « Je vous le promets. » Grace acquiesça comme si c'était tout ce qu'elle avait besoin d'entendre. Elle leva la main pour essuyer les dernières larmes sur ses joues, puis le regarda avec espoir. « Que faisons-nous maintenant, monsieur ?» Marcus se leva et tendit la main à Grace. « Maintenant, je dois rencontrer votre mère. » La Mercedes noire de Marcus s'arrêta devant un immeuble délabré à la périphérie de Brooklyn. Il regarda par la fenêtre et sentit quelque chose lui serrer la gorge. Le bâtiment semblait avoir survécu à des décennies sans jamais avoir été réparé. Les murs de briques étaient fissurés et écaillés. Les fenêtres étaient recouvertes de poussière. Certaines étaient cassées et rafistolées avec des bandes de ruban adhésif. L'escalier de secours à l'extérieur était tellement rouillé que Marcus n'était pas sûr qu'il puisse supporter le poids d'une personne. « C'est ma maison, » dit Grace, sans honte ni gêne dans la voix. « Elle n'est pas très jolie, mais elle est chaleureuse. Maman dit toujours, une maison n'a pas besoin d'être belle. Il suffit qu'il y ait de l'amour. » Marcus ne dit rien. Il ouvrit la portière et sortit, puis contourna la voiture pour aider Grace à descendre. Elle prit ses béquilles et se dirigea vers l'entrée principale du bâtiment. La porte d'entrée n'avait pas de serrure, ou plutôt, la serrure était cassée depuis longtemps et personne n'avait pris la peine de la réparer. Marcus poussa la lourde porte et entra. L'odeur de moisi lui monta immédiatement au nez. Le couloir était sombre et étroit, la seule lumière provenant d'une ampoule vacillante au plafond qui clignotait de manière irrégulière. Les murs s'écaillaient par larges plaques, laissant apparaître des briques grisâtres. Le sol était recouvert de vieux carreaux, dont beaucoup étaient fissurés et cassés. « Où est l'ascenseur » demanda Marcus lorsqu'il ne vit rien d'autre que la cage d'escalier. « Il n'y en a pas, » répondit Grace d'un ton neutre. « Ce bâtiment est trop vieux. Je dois utiliser les escaliers. » Marcus les regarda. Des marches en béton usées, une rampe en fer rouillé, une lumière tamisée qui ne permettait même pas de voir clairement chaque marche. Et il se souvint que Grace avait dit qu'elle habitait au 5e étage. Le 5e étage, sans ascenseur, une enfant de 7 ans, avec une jambe en béquille, montant 5 étages tous les jours, pour aller à l'école et rentrer à la maison jour après jour. Alors que les autres enfants étaient pris en voiture. « Maman veut un étage plus bas, » dit Grace comme si elle pouvait lire dans les pensées de Marcus. « Mais le loyer est plus élevé en bas. Le 5e étage est le moins cher parce que personne ne veut monter aussi haut. Je m'y suis habitué. Ça va. Ça va. » Elle a dit que ça allait. Comme si monter 5 étages sur une jambe tous les jours était la chose la plus normale au monde. Comme si elle ne méritait pas une vie plus facile que celle-ci. Marcus sentit la rage et le chagrin se mêler dans sa poitrine. Il ne dit rien, se contentant de suivre Grace alors qu'elle commençait à monter.
Il ralentit son rythme pour s'adapter au sien, observant la façon prudente dont elle posait ses béquilles sur chaque marche, la façon dont son petit corps se tendait à chaque mouvement. Au 3e étage, Grace respirait déjà difficilement. Au 4e, elle dut s'arrêter pour se reposer, le front couvert de sueur. Mais elle ne se plaignit pas. Elle ne gémit pas. Elle se contenta de sourire à Marcus et continua. Ils arrivèrent enfin au 5e étage. Grace conduisit Marcus dans un couloir étroit et sombre, longeant des portes silencieuses et des murs tachés d'humidité. Elle s'arrêta devant la dernière porte, une vieille porte en bois, sur laquelle était peint à la main le numéro 501. La porte s'ouvrit avant que Grace n'ait pu frapper, et Marcus la vit. Scarlett Hayes, la femme qui lui avait envoyé la lettre qu'il avait conservée pendant 4 mois. Elle se tenait dans l'embrasure de la porte, si mince que Marcus pouvait voir ses clavicules ressortir à travers le tissu d'une vieille chemise. Ses cheveux brun roux étaient identiques à ceux de Grace, mais ternes et effilochés, noués en un chignon précipité à l'arrière de son cou. Son visage était pâle, avec de profondes ombres sous les yeux, marque de nuit blanche et de journées de travail épuisantes. Mais ses yeux étaient verts, exactement comme ceux de Grace, et ils débordèrent d'inquiétude lorsqu'elle vit sa fille. Puis, ils se transformèrent en peur dès qu'elle aperçut Marcus derrière elle. « Grace !» haleta Scarlett, la voix rauque et tremblante. « Où étais-tu » ? J'étais morte d'inquiétude. « Qui est-ce » ? Elle tira Grace derrière elle dans un geste protecteur, ses yeux verts fixés sur Marcus avec la concentration lasse d'une mère animale protégeant son petit. « Que veux-tu à ma fille ?»« Maman, ça va », dit rapidement Grace en essayant de sortir de derrière sa mère. « C'est Marcus. Il m'a sauvée. Il m'a protégée des méchants. » Scarlett ne relâcha pas son emprise sur les épaules de Grace. Ses yeux verts restèrent rivés sur Marcus, pleins de suspicion et de vigilance. Elle avait vécu assez longtemps dans ce monde pour savoir qu'il n'y avait pas de gentillesse sans raison, surtout de la part d'hommes en costume coûteux qui se présentèrent dans un immeuble pauvre comme celui-ci. « Marcus », répéta Scarlett, comme si elle fouillait sa mémoire. « Marcus quoi ?»« Marcus Blackwood. » Grace répondit à sa place, rayonnante d'excitation. « C'est l'homme de ta lettre. Celui à qui tu as écrit pour demander de l'aide il y a 4 mois. » Le visage de Scarlett changea instantanément. La peur fit place à la stupéfaction. La stupéfaction se transforma en reconnaissance. Et la reconnaissance se durcit en une colère froide, à laquelle Marcus ne s'attendait pas de la part d'une femme aussi mince et épuisée. « Vous, » dit Scarlett d'une voix glaciale, « vous êtes Marcus Blackwood, l'homme à qui j'ai écrit pour implorer de l'aide, alors que ma fille a été alitée à l'hôpital. L'homme en qui j'avais placé tous mes espoirs. L'homme dont j'ai attendu la réponse pendant des semaines et qui ne m'a jamais répondu. »« Maman, » commença Grace, inquiète. Mais Scarlett ne la laissa pas terminer. Elle poussa doucement Grace dans l'appartement et s'avança dans le couloir, faisant face à Marcus, même si elle ne lui arrivait qu'à l'épaule. Même si elle était si mince qu'un coup de vent aurait pu la renverser, Scarlett Hayes se tenait là, avec la fierté de quelqu'un qui n'avait plus rien à perdre. « Vous savez quoi, monsieur Blackwood ?» dit Scarlett, la voix tremblante de colère. « J'ai écrit cette lettre quand Grace venait de perdre sa jambe. Quand je ne savais pas comment j'allais payer les factures d'hôpital, quand mon mari venait de partir et que j'étais complètement seule. J'ai écrit à tant de gens, à des associations caritatives, à des politiciens, à tous ceux qui, selon moi, pouvaient m'aider. Et je vous ai écrit parce que quelqu'un m'avait dit que vous aidiez les familles en difficulté, que vous aviez une clinique secrète pour les enfants, que vous étiez un homme puissant, mais que vous aviez aussi un cœur. » Marcus resta immobile et écouta. Il ne l'interrompit pas. Il ne se défendit pas. Il resta simplement là, à essuyer sa colère comme s'il s'agissait d'une punition qu'il méritait. J'attendis. Scarlett a continué, la voix commençant à se briser. Chaque jour, je vérifiais la boîte aux lettres. Chaque jour, j'espérais. Et chaque jour, j'étais déçu. Aucune réponse. Pas un seul mot. Comme si ma lettre n'existait pas. Comme si ma fille ne méritait pas d'avoir de l'importance. Elle s'est arrêtée,
et a pris une profonde inspiration pour se calmer. Alors ne restez pas là, dans votre costume cher et votre voiture de luxe, à faire semblant de vous soucier de moi. Je n'ai pas besoin de votre pitié tardive. Je m'en suis sortie toute seule. J'ai trouvé un autre moyen. Même si cela signifiait emprunter de l'argent à Victor Hang, même si cela signifiait que je croule maintenant sous les dettes. Mais au moins, je l'ai fait de mes propres mains, sans votre charité. Marcus resta silencieux pendant un long moment, après qu'elle eut terminé. Scarlett se tenait là, respirant bruyamment, ses yeux verts brûlant du feu d'une mère qui s'était battue seule pendant trop longtemps. Elle ne s'inclina pas devant lui comme tout le monde. Elle le regarda droit dans les yeux, avec un défi qu'il voyait rarement chez quelqu'un. Et d'une certaine manière, cela le poussa à la respecter plus que presque toutes les personnes qu'il avait rencontrées en 15 ans. « Tu as raison, » dit finalement Marcus, d'une voix basse et sincère. « J'ai reçu ta lettre. Je l'ai lue, et je n'ai pas répondu. »« C'était ma faute, » dit Marcus en fouillant dans la poche de sa veste et en sortant l'enveloppe froissée familière. « J'ai gardé cette lettre pendant 4 mois sur mon bureau. Je n'ai pas répondu. Mais je ne pouvais pas non plus la jeter. Chaque fois que je voulais la jeter à la poubelle, je voyais le petit cœur dans le coin. Le cœur que ta fille avait dessiné, et je ne pouvais pas le faire. » Scarlett fixa l'enveloppe dans la main de Marcus, reconnaissant sa propre écriture et le cœur que Grace avait dessiné. Elle cligna des yeux, comme si elle essayait de comprendre. « Pourquoi » demanda-t-elle d'une voix plus faible. « Pourquoi l'avoir gardée si vous n'alliez pas m'aider ?»« Parce que votre lettre m'a rappelé quelqu'un, » répondit Marcus. « Quelqu'un que j'ai perdu il y a longtemps. Elle m'a rappelé l'espoir que je croyais perdu. Je ne savais pas pourquoi, je ne pouvais pas la jeter. Jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à ce que votre fille s'assoie à ma table dans ce café et me demande de la protéger. » Scarlett se tut. Elle regarda Marcus, puis Grace, debout dans l'embrasure de la porte, l'air inquiet. Puis elle regarda à nouveau Marcus. « Je n'ai pas besoin de charité, » dit-elle. Mais sa voix avait perdu de son mordant. « Je ne veux rien devoir à personne, j'ai déjà assez de dettes. »« Ce n'est pas de la charité, » dit Marcus, et sa voix trahissait une certitude inébranlable. C'est une famille qui protège une autre famille. L'appartement de Scarlett ne comptait que 2 pièces, un salon qui servait également de cuisine et une chambre qu'elle avait donnée à Grace. Scarlett dormait sur un vieux canapé dans le salon, un canapé dont les ressorts dépassaient à plusieurs endroits et dont le revêtement était usé et déchiré. Mais l'appartement était propre, bien rangé, confortable comme seul l'amour peut rendre un endroit confortable. Grace s'était endormie dans la chambre après avoir mangé le dîner simple que Scarlett lui avait préparé. Elle était épuisée après une journée mouvementée, et ses yeux se fermèrent dès que sa tête toucha l'oreiller. Scarlett l'aborda, l'embrassa sur le front, puis ferma doucement la porte. Il ne restait plus qu'elle et Marcus dans le salon exigu. Scarlett prépara du thé, un thé bon marché acheté dans un supermarché discount, mais elle en offrit tout de même une tasse à Marcus par simple politesse. Il refusa le café, mais accepta le thé, et ils s'assirent de face à face dans la faible lueur de la seule lampe qui fonctionnait encore dans l'appartement. « Grace m'a raconté, » dit Scarlett d'une voix douce et fatiguée, « ce qu'elle a vu dans cet entrepôt, la fille qu'ils ont enterrée, le fait que c'était ta sœur. » Marcus baissa les yeux vers le thé dans ses mains, dont la vapeur s'élevait comme un mince brouillard. Il resta longtemps sans parler, comme s'il se demandait s'il devait s'ouvrir à cette femme. Mais il se rendit compte que Scarlett lui avait confié son histoire. Elle lui avait montré sa blessure. Il était peut-être temps qu'il fasse de même. « Olivia était ma demi-sœur, » commença Marcus d'une voix basse et lointaine. « Mon père a eu une relation avec une autre femme après la mort de ma mère. Cette femme a donné naissance à Olivia et est partie quand elle n'avait que quelques mois. Mon père l'a ramenée à la maison et l'a élevée. Il l'aimait comme il m'aimait. Même si nous avions des mères différentes, Scarlett écoutait en silence. Ses mains enserraient sa tasse de thé comme si elle cherchait de la chaleur.
Mon père est mort quand j'avais 18 ans, poursuivit Marcus. Un accident de voiture, soudain. Personne ne s'y attendait. Un jour, il était là. Le lendemain, il était parti. Et moi, un jeune de 18 ans qui venait de perdre son père, j'ai dû devenir le tuteur de ma sœur de 4 ans. « Tu l'as élevée seule ?» a demandé Scarlett doucement. « Personne ne m'a aidé », a répondu Marcus. « Les proches ne voulaient pas accueillir une enfant, qui était l'erreur de quelqu'un d'autre. Les amis de mon père ont disparu juste après les funérailles. J'ai dû abandonner mes études et accepter tous les emplois que je pouvais trouver pour nous faire vivre toutes les deux. Et puis j'ai compris que le moyen le plus rapide de gagner de l'argent n'était pas un travail honnête. » Il leva les yeux, le regard amer. « Je suis entré dans le monde souterrain à cause d'Olivia, parce que j'avais besoin d'argent pour la nourrir, l'envoyer à l'école, lui acheter des vêtements, m'assurer qu'elle ait une vie meilleure que la mienne. Je me suis dit que ce ne serait que temporaire, que quand j'aurai assez, j'arrêterai. Mais ce monde ne laisse personne s'arrêter. Une fois que vous y êtes entré, il n'y a plus d'issue. » Scarlett acquiesça légèrement. Elle comprenait cela. Elle comprenait qu'on puisse faire des choses qu'on ne voulait pas faire pour les personnes qu'on aimait. Elle comprenait qu'on puisse être entraîné dans un courant dont on ne pouvait pas sortir. « Olivia a grandi et est devenue la meilleure fille que j'ai jamais connue, » dit Marcus, la voix adoucie lorsqu'il prononça son nom. Intelligente, gentille, toujours capable de voir le bon côté des gens, même ceux qui ne le méritaient pas. Elle savait ce que je faisais pour gagner ma vie. Elle n'approuvait pas, mais elle n'a jamais cessé de m'aimer. Elle disait qu'au fond de moi, j'étais toujours le bon frère qui avait tout sacrifié pour l'élever. Marcus s'interrompit et prit une profonde inspiration. Il y a 10 ans, quand Olivia avait 12 ans, elle a disparu. Scarlett vit les épaules de Marcus se crisper. Je construisais mon empire et j'avais des ennemis. Marcus poursuivit. La famille Moretti était l'un d'entre eux. Nous nous étions affrontés à maintes reprises pour le contrôle du territoire. Je pensais qu'ils n'oseraient pas toucher à ma famille parce que j'étais assez fort. J'avais tort. Un jour, Olivia n'est pas rentrée à la maison après l'école. J'ai attendu. J'ai continué à attendre. J'ai appelé toutes ses connaissances. Personne ne savait rien. Elle avait disparu comme si elle n'avait jamais existé. Il regarda Scarlett, les yeux remplis de douleur. J'ai mis toute la ville sens dessus-dessous. J'ai détruit la famille Moretti. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour la retrouver. Mais il n'y avait aucune trace, aucun indice, rien. 10 ans. 10 ans que j'ai vécu dans l'incertitude. Sans savoir si elle était vivante ou morte. Sans savoir où elle était. Sans savoir si elle souffrait. Et pendant toutes ces 10 années, tu n'as jamais cessé de la chercher, demanda Scarlett doucement. Jamais, répondit Marcus, la voix rauque. Je n'ai jamais cessé d'espérer. Même quand tout le monde me disait qu'elle était morte. Même quand la logique me disait que personne ne pouvait survivre 10 ans en captivité, j'ai continué à espérer. Parce que si j'avais cessé d'espérer, cela aurait signifié que je l'avais abandonnée. Et je ne pouvais pas faire ça. Jamais. Scarlett ne dit rien. Elle ne lui offrit pas de réconfort facile. Non, tout ira bien. Non, je sais ce que tu ressens. Elle savait qu'il y avait des douleurs que les mots ne pouvaient apaiser. Des blessures trop profondes pour qu'une phrase puisse les atteindre. Alors elle resta simplement assise là, silencieuse, à côté de lui, sans jugement, sans pitié, juste présente. Et d'une certaine manière, son silence en disait plus long que toute autre chose. Marcus regarda la femme en face de lui, mince, épuisée, portant le poids du monde sur ses épaules, et pourtant toujours assise là, à l'écouter, lui, un étranger, exprimer son chagrin à haute voix. Elle ne le craignait pas comme les autres. Elle ne voulait rien de lui. Elle était simplement là. Et d'une certaine manière, cela signifiait plus que tout ce qu'il avait ressenti en 10 ans. « Maintenant je sais, » dit Marcus, rompant le silence. « Olivia n'est plus là, Scarlett. Ils ne l'ont pas tuée à l'époque. Ils l'ont cachée dans un coin sombre de cette ville pendant 10 longues années,
Pendant que je la cherchais partout dans le monde, elle était si proche et pourtant si loin. Ils ne l'ont transférée dans cet entrepôt et réduite au silence qu'il y a quelques mois, pour effacer leurs traces. Je ne cherchais pas seulement un fantôme. Je cherchais une sœur qui attendait un sauvetage, qui n'est jamais venu, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Sa voix se brisa, et je l'ai laissée tomber. « Tu ne l'as pas laissée tomber, » dit finalement Scarlett d'une voix douce mais ferme. « Tu ne savais pas. Personne ne te l'a dit. Tu as fait tout ce que tu pouvais. Ce n'est pas un échec. » Marcus secoua la tête, un sourire amer se dessinant sur ses lèvres. 10 ans, Scarlett. 10 ans que j'ai vécu dans un seul but, la vengeance. Trouver les gens qui ont tué ma sœur et leur faire payer. J'ai détruit la famille Moretti. Je pensais avoir payé ma dette de sang. Mais il s'avère que je n'ai jamais touché ceux qui ont réellement commis le crime. Tony Scar est toujours en vie. Victor Hang est toujours en liberté. Et maintenant que je connais la vérité, maintenant que je peux vraiment venger Olivia, je ne cesse de me demander ce qui se passera après. Marcus baissa les yeux vers ses mains. Des mains qui avaient commis trop d'actes brutaux au cours des 15 dernières années. « J'ai vécu pour me venger pendant 10 ans, dit-il doucement. C'est la seule chose qui me faisait sortir du lit chaque matin. La seule raison pour laquelle je continuais d'exister. Mais une fois ma vengeance accomplie, je ne sais pas pourquoi je vivrais. Je ne sais pas comment vivre autrement que dans la haine et la douleur. » Scarlett resta silencieuse un instant, observant l'homme devant elle, le plus puissant parrain de la mafia de New York, l'homme que la ville craignait. Mais assis là, dans son petit appartement délabré, il n'était qu'un homme qui ne savait plus où se situer. Un frère en deuil de sa sœur, un être humain en quête de sens. « Peut-être, dit Scarlett lentement, choisissant chaque mot avec soin. Peut-être pouvez-vous essayer de vivre pour les personnes qui sont encore en vie. Pour ceux qui ont besoin de vous ?» Marcus la regarda, l'air perplexe. « Ceux qui sont encore en vie ?» Scarlett acquiesça, le regard tourné vers la porte de la chambre où Grace dormait. « Ma fille, dit-elle, a gardé ce secret pour elle pendant des mois, parce qu'elle avait peur que le révéler me mette en danger. À 7 ans, avec une seule jambe, menacée par des tueurs, elle pensait encore aux autres avant de penser à elle-même. Elle a besoin de quelqu'un pour la protéger. Elle a besoin de quelqu'un pour lui montrer que le monde n'est pas seulement fait de ténèbres. » Scarlett regarda Marcus. « Et moi aussi, » ajouta-t-elle d'une voix plus faible. « Je me bats seule depuis trop longtemps. Je suis fatiguée. Je ne sais pas combien de temps je vais pouvoir tenir, mais je ne peux pas m'arrêter, parce que Grace a besoin de moi. Peut-être que tu n'as pas besoin de vengeance pour avoir une raison de vivre. Peut-être as-tu simplement besoin de personnes qui ont besoin de toi. » Marcus regarda Scarlett, puis la chambre de Grace, puis à nouveau Scarlett. Et à cet instant, quelque chose changea en lui. Un petit rayon de lumière transperça les 10 années de ténèbres, de haine et de chagrin. Pour la première fois en 10 ans, Marcus Blackwood pouvait envisager un avenir qui n'était pas uniquement fait de sang et de vengeance. Un avenir qui pourrait avoir une autre signification. 3 jours passèrent comme un tourbillon. Marcus passa la plupart de son temps à préparer le raid sur le quai 23. Il fit appel aux hommes les plus fiables de son organisation. Il rassembla des renseignements sur les emplacements exacts de Tony Scar et Victor Hwang. Il planifia tout à la minute près, à la seconde près, s'assurant qu'il n'y avait aucune marge d'erreur. Mais entre les réunions tendues et les appels téléphoniques discrets, Marcus trouva encore le temps de se rendre dans le petit appartement du 5e étage. Il apporta de la nourriture, des vêtements neufs pour Grace et des vitamines pour Scarlett. Il ne les appela pas des cadeaux. Il les posa simplement sur la table et dit qu'il avait trop acheté. Scarlett savait qu'il mentait. Mais elle ne discuta plus. Le matin du 4e jour, Marcus se tenait dans le salon de l'appartement, vêtu de son habituel costume noir. Mais il y avait quelque chose de différent dans son regard.
une froide détermination que Scarlett reconnut immédiatement. « C'est aujourd'hui, n'est-ce pas ?» demanda Scarlett d'une voix plus calme qu'elle ne l'était intérieurement. Marcus acquiesça. « Ce soir, nous allons faire une descente au Pier 23. Je vais retrouver Olivia et la ramener à la maison. Et je vais régler mes comptes avec Tony Scar et Victor Wang. » Scarlett resta silencieuse pendant un moment. Elle savait que ce jour allait arriver. Elle s'y était préparée. Mais maintenant qu'il était là, elle ressentait une peur qu'elle n'avait pas anticipée. Pas une peur pour elle-même ou pour Grace, une peur pour l'homme qui se tenait devant elle. « Tu reviendras ?» demanda Scarlett d'une voix plus faible qu'elle ne l'aurait voulu. Marcus la regarda, et à cet instant, il vit dans ses yeux verts quelque chose qu'il n'avait pas prévu. De l'inquiétude, de la préoccupation pour lui. À quand remonter la dernière fois où quelqu'un s'était inquiété pour Marcus Blackwood? À quand remonter la dernière fois où quelqu'un lui avait demandé s'il reviendrait? Non pas parce qu'il avait besoin de lui, mais parce qu'il voulait sincèrement qu'il soit en sécurité. « Je reviendrai », dit Marcus, et sa voix trahissait une certitude qu'il s'autorisait rarement. « Je te le promets », acquiesça Scarlett comme si cette promesse était tout ce qu'elle avait besoin d'entendre. Elle ne dit rien d'autre. Elle ne lui dit pas d'être prudent. Elle ne pleura pas et ne le supplia pas. Elle resta simplement là, forte et déterminée, comme elle l'avait toujours été depuis des années, et Marcus la respectait pour cela. « Oncle Marcus », dit Grace depuis l'embrasure de la porte de la chambre. La petite fille se tenait là, appuyée sur ses béquilles, les cheveux châtain roux, ébouriffés par le sommeil, mais les yeux verts, bien éveillés. Elle tenait dans ses mains une feuille de papier soigneusement pliée. « J'ai quelque chose pour toi », dit Grace en s'approchant de Marcus avec ses béquilles. « Je l'ai dessiné hier soir. Je veux que tu l'emportes avec toi. » Elle tendit le papier, les yeux pleins d'espoir et d'inquiétude. Marcus le prit et le déplia lentement. Son cœur se serra lorsqu'il vit ce qu'il contenait. C'était un dessin au crayon de couleur, brouillon comme seul un enfant de 7 ans pouvait en faire, mais clair et plein de sens. Le dessin représentait 4 personnes. Un homme grand en costume noir, une femme aux longs cheveux roux, une petite fille avec des béquilles et, au-dessus d'eux, un ange aux ailes blanches et aux longs cheveux noirs, vêtu d'une robe bleue à fleurs blanches. « Olivia, c'est elle. Ta sœur, » expliqua Grace d'une voix sérieuse. « Je l'ai dessinée en ange pour qu'elle puisse voler avec toi et te protéger. Maman dit, les personnes que nous aimons ne nous quittent jamais vraiment. Elles deviennent des anges et veillent sur nous depuis le ciel. » Marcus fixa le dessin d'Olivia avec ses ailes d'ange flottant au-dessus de lui, au-dessus de Scarlett et Grace. Ses yeux brûlaient, mais il ne pleura pas. « Pas maintenant. C'est magnifique, » dit Marcus d'une voix rauque. « Je vais toujours le garder avec moi. » Grace sourit, rayonnante et soulagée. Puis elle fit quelque chose que personne dans ce café n'avait osé faire ce jour-là. Elle s'avança et le serra dans ses bras. Une petite étreinte, mais pleine d'amour. « Reviens, » murmura Grace. « Parce que tu fais partie de ma famille maintenant. » La nuit tomba comme un rideau noir sur New York. Le quai 23 était plongé dans le silence et l'obscurité. Les vieux entrepôts se dressaient comme des fantômes du passé. Marcus était assis dans la voiture noire. Le dessin de Grace était soigneusement plié dans la poche intérieure de sa veste de costume, sur le côté gauche de sa poitrine, près de son cœur. Il regardait par la fenêtre l'endroit où le voyage de sa sœur avait tragiquement pris fin après 10 ans de captivité. Et il jura que ce soir, justice serait enfin rendue. 20 des hommes de Marcus avaient encerclé les lieux à l'avance. Ils se déplaçaient dans l'obscurité comme des fantômes, sans faire de bruit, sans laisser de traces. Victor Wang se trouvait à l'intérieur de l'entrepôt principal, avec Tony Scar et une petite équipe d'hommes. Il ne savait pas que le piège était déjà refermé. Il ne savait pas que 10 ans de rage de Marcus Blackwood allaient s'abattre sur leur tête. Le raid fut rapide et brutal. Marcus ne voulait pas que cela s'éternise. Il ne voulait pas leur donner l'occasion de s'enfuir ou de supplier.
Il voulait seulement que justice soit faite. Et ce soir-là, la justice prit la forme de balles et de poings de fer. Les hommes de Marcus affluèrent de toutes parts. Des coups de feu retentirent dans la nuit, mais en quelques minutes, tout redevint calme. Les hommes de Hanks tombèrent un à un. Aucun d'entre eux n'eut le temps de réagir. Aucun d'entre eux n'était assez rapide pour lutter contre la tempête que Marcus avait préparée pendant les 3 derniers jours. Victor Wang a été surpris en train d'essayer de s'échapper par la porte arrière. 2 des hommes de Marcus l'ont attrapé et l'ont plaqué contre le béton froid. Il a supplié. Il a imploré qu'on lui laisse la vie sauve. Il a promis de l'argent, des informations, n'importe quoi. Mais Marcus ne l'écouta pas. Il se contenta de regarder cet homme qui avait menacé la vie de Grace. L'homme qui avait forcé Scarlett à vivre dans la peur, et il ordonna à ses hommes de s'en occuper. Tony Scar fut le dernier à être retrouvé. Il se cachait dans un coin sombre de l'entrepôt. La longue cicatrice sur son visage était crispée par la peur. Lorsque le faisceau d'une lampe torche l'éclaira, Marcus le reconnut immédiatement. C'était l'homme qui avait ri lorsque Grace était tombée dans le sous-sol. C'était l'homme qui avait essayé de tuer une enfant de 7 ans pour la faire taire. C'était l'homme qui avait gardé la sœur de Marcus comme un fantôme pendant 10 ans et qui l'avait finalement enterrée dans cette terre froide il y a quelques mois. C'était lui qui l'avait regardé souffrir pendant une décennie, puis qui avait essayé d'effacer son existence pour toujours. Marcus ne dit rien. Il n'en avait pas besoin. Il fit seulement signe à ses hommes d'attacher Tony et de l'emmener. Tony allait vivre, mais pas parce que Marcus était miséricordieux, parce que mourir trop vite aurait été une échappatoire. Et Marcus n'allait pas lui offrir cette échappatoire. Une fois toutes les menaces neutralisées, Marcus s'enfonça plus profondément dans l'entrepôt. Il savait où chercher. Grace lui avait décrit l'endroit avec précision. Le coin arrière, près de la clôture rouillée. Il prit une pelle et commença à creuser. Le sol était froid et dur. Chaque coup de pelle lui transperçait le cœur comme un couteau. Mais il ne s'arrêta pas. Il creusa jusqu'à ce que la pelle heurte quelque chose de mou, jusqu'à ce qu'il aperçoive la couche familière de plastique noir, jusqu'à ce qu'il la retire lentement et découvre ce qu'il cherchait depuis 10 ans. Olivia, sa sœur, gisait là, paisible, comme si elle dormait. Le temps et la terre l'avaient préservée d'une manière étrange. Ses longs cheveux noirs étaient toujours là. Son visage était encore reconnaissable, et la robe bleue à fleurs blanches qu'Olivia aimait tant, la robe qu'elle portait le dernier jour où il l'avait vue. Marcus s'agenouilla à côté d'elle. Il ne pleura pas. Il avait assez pleuré. Il tendit seulement la main et lissa les cheveux noirs d'Olivia, comme il le faisait quand elle était petite et avait peur des cauchemars. Il lui murmura qu'il l'avait retrouvée, qu'il était désolé d'avoir mis autant de temps, qu'il était désolé de ne pas l'avoir protégée, mais qu'il était là maintenant et qu'il la ramenait à la maison. Il ôta sa veste de costume et la posa délicatement sur Olivia. Puis il la souleva et la serra contre sa poitrine, comme il le faisait quand elle était petite. Cette nuit-là, Marcus Blackwood quitta le quai 23 avec sa sœur dans les bras. Derrière lui, l'Empire Moretti avait été complètement anéanti. Tony Scar allait payer pour ses crimes. Victor Hang ne menacerait plus jamais personne. Et Olivia, après 10 ans passés dans le froid et l'obscurité, rentrait enfin chez elle. Une semaine après la nuit du raid, Marcus se tenait sur une petite colline du cimetière de Greenwood. Le vent de décembre balayait l'air, emportant de minuscules flocons de neige qui tourbillonnaient et virevoltaient. Mais Marcus n'avait pas froid. Il ressentait seulement une étrange paix qu'il n'avait pas connue depuis 10 ans. Devant lui se trouvait une nouvelle pierre tombale, en marbre blanc, sur laquelle était gravé le nom d'Olivia Blackwood, ainsi que sa date de naissance et sa date de décès. Elle avait enfin trouvé un lieu de repos digne de ce nom. Elle avait enfin un endroit où les personnes qui l'aimaient pouvaient venir lui rendre visite. Elle était enfin chez elle. « Tu es chez toi maintenant, Liv ?» murmura Marcus d'une voix légère comme le vent. « Je suis désolé que cela ait pris 10 ans. Je suis désolé de ne pas t'avoir trouvé plus tôt. Mais tu es là maintenant. Tu peux te reposer maintenant. Personne ne peut plus te faire de mal. » Il fit une pause, fixant la pierre comme s'il regardait dans les yeux de sa sœur. « Je t'ai vengé. Ceux qui t'ont fait du mal l'ont payé. Mais tu sais quoi ?
Je ne me sens pas mieux, comme je l'aurais cru. La vengeance ne te ramène pas. Elle ne fait que laisser un autre vide. Mais ensuite, j'ai rencontré quelqu'un. Une fillette de 7 ans avec des béquilles et un sourire courageux. Cette petite fille m'a donné quelque chose que je croyais avoir perdu depuis longtemps. L'espoir. Une raison de continuer à vivre. Des pas légers se firent entendre derrière lui. Marcus se retourna et vit Scarlett et Grace qui montèrent la colline. Scarlett portait le nouveau manteau que Marcus lui avait acheté, chaud et bien ajusté. Grace marchait à côté de sa mère avec ses béquilles, tenant un petit bouquet de marguerites blanches et de lavandes violettes enveloppées dans du papier bleu. « Oncle Marcus » appela Grace lorsqu'elle l'atteignit. « J'ai apporté des fleurs pour Olivia. Maman a dit qu'elle aimait la lavande. » Marcus regarda Scarlett avec surprise. Scarlett haussa légèrement les épaules. « Je l'ai deviné, dit-elle. La lavande symbolise la paix. Je pense que c'est ce qu'elle méritait. » Grace s'agenouilla devant la tombe d'Olivia et posa le bouquet sur la terre. Elle joignit les mains et ferma les yeux, les lèvres bougeant comme si elle murmurait quelque chose. Puis elle ouvrit les yeux et leva les yeux vers la pierre tombale avec une concentration solennelle. « Olivia, » dit Grace d'une voix claire, qui portait dans l'air froid. « Je m'appelle Grace. C'est moi qui t'ai trouvée. Je suis désolé de ne pas te l'avoir dit plus tôt, mais je te promets que je prendrai bien soin de ton frère. Je ne le laisserai plus jamais seul. » Marcus sentit ses yeux s'embuer. Il regardait la petite fille faire une promesse à sa sœur. Et il comprit que Grace lui avait donné plus que la vérité sur Olivia. Elle lui avait donné une nouvelle famille, une raison de se réveiller chaque matin qui n'était pas seulement la vengeance. Scarlett s'approcha de Marcus et se tint à ses côtés en silence. Elle ne dit rien. Elle n'en avait pas besoin. Elle était simplement là, à ses côtés, comme elle l'avait été le soir où il lui avait parlé d'Olivia, et sa présence suffisait. Tous trois restèrent longtemps devant la tombe d'Olivia, chacun perdu dans ses pensées. Le vent restait froid, la neige continuait de tomber doucement, mais aucun d'eux ne voulait partir. Finalement, Marcus prit une profonde inspiration et se tourna vers Scarlett et Grace. « Rentrons à la maison, » dit-il. Scarlett leva les yeux vers lui, ses yeux verts pleins de curiosité. « Quelle maison ?» Marcus sourit. Pour la première fois en 10 ans, un vrai sourire illumina son visage. Pas le sourire froid d'un parrain de la mafia, pas un masque social, mais le sourire d'un homme qui avait enfin retrouvé ce qu'il avait perdu. « Notre maison, » dit-il. 1 an plus tard, le petit café où tout avait commencé était toujours là, à ce coin familier de Brooklyn. Mais l'atmosphère à l'intérieur avait complètement changé. Il n'y avait plus ce silence effrayant lorsque Marcus Blackwood entrait. Plus de regards détournés, ni de souffle retenu. À la place, il y avait le rire d'une fillette de 8 ans et demi, assise à la même table dans le coin. Son cahier couvert d'étoiles était ouvert devant elle. « Papa, j'ai fini », s'écria Grace lorsque Marcus franchit la porte, ses cheveux châtain roux, soigneusement tressés en 2 nattes, ses yeux verts brillants de joie. Elle n'était plus maigre et pâle comme elle l'était 1 an auparavant. Ses joues avaient retrouvé la couleur rose de la vie, et le sourire sur ses lèvres n'était plus celui d'une enfant courageuse qui cachait sa peur, mais celui d'une enfant vraiment heureuse. Marcus sourit et se dirigea vers la table, s'asseyant sur la chaise à côté de Grace. Il ne portait plus de costume noir tous les jours. Aujourd'hui, il portait une chemise bleu clair et un pantalon kaki, ressemblant à un père ordinaire emmenant sa fille boire un chocolat chaud un dimanche matin. Et c'était exactement ce qu'il faisait. « Qu'as-tu écrit » demanda Marcus en penchant la tête pour regarder le cahier. « J'ai fini l'histoire sur le chef de la mafia » répondit Grace, la voix pleine de fierté. « L'histoire que j'ai commencé à écrire l'année dernière. »« Je peux te lire la fin ?»« Bien sûr, » répondit Marcus. « J'ai très envie de l'entendre. » Grace s'éclaircit la gorge et commença à lire, d'une voix solennelle, comme une conteuse professionnelle. Il était une fois un parrain de la mafia très puissant et très effrayant. Il vivait seul depuis de nombreuses années parce qu'il avait perdu sa petite sœur bien-aimée. Il pensait que sa vie
n'était plus que haine et ténèbres. Mais un jour, une petite fille demanda à s'asseoir à sa table, et tout changea. Le parrain de la mafia découvrit la vérité sur sa sœur. Il obtint justice, mais plus encore, il trouva une nouvelle famille. Une mère courageuse aux cheveux roux et aux yeux verts. Une petite fille avec un cahier rempli d'étoiles et d'histoires inachevées. Et il apprit que le bonheur n'avait pas besoin de durer éternellement. Le bonheur devait simplement être présent chaque jour, à chaque petit déjeuner pris ensemble, à chaque tasse de chocolat chaud, à chaque histoire racontée avant de s'endormir. C'est cela, le vrai bonheur. Et le chef mafieux, pour la première fois depuis de nombreuses années, apprit à sourire. Fin. La porte du café s'ouvrit et Scarlett entra, portant une petite boîte de pâtisserie. Elle n'était plus mince et épuisée comme avant. Une année l'avait complètement transformée. Elle avait ouvert une petite boulangerie à Brooklyn avec l'aide de Marcus, et les affaires marchaient bien. Elle n'avait plus besoin de cumuler 3 emplois par jour. Elle n'avait plus besoin de se priver pour que sa fille puisse manger. Elle avait enfin le temps de vivre, d'aimer et d'être aimée. Mes 2 personnes préférées. Scarlett sourit en s'asseyant à côté d'eux. J'ai apporté des pâtisseries de la boutique. Des croissants au chocolat, ceux que Grace préfère. Grace poussa un cri de joie et en prit un. Marcus les regardait tous les deux, avec une expression qu'il n'aurait jamais cru revoir. Un regard d'amour, de plénitude, celui d'un homme qui avait trouvé son foyer après des années d'errance dans les ténèbres. Dehors, la neige tombait doucement sur les rues de Brooklyn. Il y a 1 an, dans ce même café, une petite fille aux béquilles recouvertes de neige avait demandé à s'asseoir à la table du parrain de la mafia, le plus redoutable de New York. Elle ne savait pas qu'elle allait changer leur vie à tous les deux. Elle savait seulement qu'elle ne voulait pas s'asseoir seule. Et parfois, les moments les plus marquants de la vie commencent par les choses les plus simples. Une question, une table, une tasse de chocolat chaud, et le courage d'ouvrir son cœur à un inconnu. C'est l'histoire de Marcus, Scarlett et Grace. Une histoire sur la perte et le retrouvail, sur la haine et le pardon, sur les ténèbres et la lumière, et surtout sur la famille. Pas la famille de sang, mais la famille choisie, celle de l'amour. En décidant que, quelle que soit la difficulté de la vie, nous ne l'affronterons pas seuls. Cette histoire nous rappelle qu'il n'est jamais trop tard pour changer. Que même les cœurs les plus froids peuvent fondre sous l'effet d'un amour sincère. Que la famille n'est pas celle dans laquelle on naît, mais celle qui nous aime et nous accepte. Et parfois, nos anges gardiens se présentent sous la forme d'un petit enfant avec des béquilles et un sourire courageux. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous et activez les notifications pour ne pas manquer les prochaines histoires émouvantes. N'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo avec vos proches, ceux qui pourraient avoir besoin d'une histoire réconfortante aujourd'hui. Qu'avez-vous ressenti en regardant cette histoire? Avez-vous déjà rencontré des personnes comme Marcus, Scarlett ou Grace dans votre vie? Partagez votre expérience avec nous dans les commentaires ci-dessous. Nous aimerions connaître vos impressions. Merci d'être resté jusqu'à la fin de l'histoire. Nous vous souhaitons, à vous et à votre famille, une bonne santé et une vie remplie de joie et de paix chaque jour. Au revoir et à bientôt dans la prochaine vidéo.